bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Très heureuse d'être ici parmi vous, dans ce très bel espace culturel de Romba. Alors, la communauté de communes du pays Orne-Moselle a souhaité vous réunir et organiser cette journée importante, cette journée de lancement de ce qui est marqué derrière, ce plan climat, air, énergie territoriale 2021-2026. On va bien sûr longuement l'évoquer et en parler autour de plusieurs thématiques, d'ailleurs sur le développement durable et de la transition écologique, afin de vous présenter bien son véritable plan d'action et puis de mobiliser les différents acteurs concernés, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, vous tous. Et puis c'est une journée importante, d'autant, j'ai envie de dire, Romba est précurseur, puisque lundi sera lancée officiellement la COP 26 à Glasgow en Écosse. Et d'ailleurs, un des thèmes important de Glasgow sera l'alimentation et l'alimentation durable. Eh bien, nous en parlerons largement avec des spécialistes tout à l'heure. Alors, on aura des tables rondes avec, bien sûr, vous vous en doutez, des moments forts. Mais pour le moment, et pour ouvrir officiellement, et c'est important, eh bien, cette journée, je demande au maire de Romba, que j'ai connu sur un plateau de télévision il y a quelques années, je suis ravie qu'il soit... et que je sois avec vous surtout aujourd'hui. Donc je demande au maire de Romba et au président de la communauté de communes du pays Orne-Moselle de venir me rejoindre sous vos applaudissements. Monsieur Lionel Fournier. Je vous laisse prendre un micro. Lionel Fournier, comment allez-vous? Vous préférez vous asseoir, vous préférez rester debout? Vous pouvez mettre sur le canapé comme vous voulez. On est à la maison, enfin vous faites... voilà. Je vais juste enlever le masque. Oui, je précise que le pass sanitaire a été demandé et que les personnes sont donc vaccinées en tous les cas. Non, je me souviens de cet après-midi que nous avons vécu, Lara Julien, et surtout du Front Saint-Martin, qui est, c'est un peu le sujet, une bulle d'oxygène pour les Rombasiennes et Rombasiens et même les gens des alentours. Et je me souviens de cet après-midi-là. Alors c'est un bel événement aujourd'hui qui a du sens. Vous y teniez et surtout, ce fameux plan climat 2021-2026, il est bien en route. Il commence. Il est sur les rails, comme on dit, et moi je voudrais remercier toutes celles et tous ceux de la communauté, le vice-président Yves Muller, mais son prédécesseur aussi Michel Henry, et le bureau d'études Climat Mundi, qui ont déjà depuis 2018 mis sur les rails effectivement ce plan climat air énergie territoriale. Nous on appelle ça le PCAET, donc c'est un peu un jargon technocratique donc, qui nous est apposé. Et effectivement, il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites dans différentes villes de la communauté. C'était assez décentralisé pour que nous puissions avoir maintenant, effectivement, j'allais dire, un canevas de propositions et qui méritent d'être toujours discutées, embellies, plutôt enrichies, ou qui peuvent être amendées. Merci beaucoup, puis on vous retrouvera de toute façon tout au long de cette journée en qualité d'élu bien évidemment, où vous pourrez intervenir sur les différentes tables rondes. Alors, il y a quelque chose d'important, Monsieur Fournier, c'est que vous avez la chance, vous qui êtes avec nous, d'avoir une invitée d'honneur, invitée témoin, qui est avocate spécialisée dans la défense de l'environnement, fondatrice de Cap 21, ministre de l'Environnement en 95 et 97. Sous vos applaudissements, c'est Madame Corinne Lepage. Corinne Lepage qui nous donnera pour chaque table ronde son sentiment, son avis d'expert, et ça ce sera important, avec votre œil averti sur le sujet. Madame Lepage, bonjour et ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Juste une petite question comme ça d'ouverture avant d'avoir les tables rondes. J'aimerais vous poser une question. Vous dites, j'ai lu beaucoup de choses sur vous, il est urgent d'agir, il n'y a pas le choix, parce que vous dites qu'en 8 ans, et si on prend ne serait-ce que 2021-2026, il va falloir faire presque 3 ou 4 fois plus que ce qu'on a fait il y a 10 ans. En fait, on a peu de temps pour réagir le mieux possible. Bonjour. D'abord, merci de cette invitation. Oui, je pense qu'il y a peu de nos concitoyens qui se rendent compte de l'effort qui est à faire. Nous sommes partis, et vous indiquez que ça fait maintenant 3 ans que vous travaillez sur ce document, sur des objectifs qui étaient de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à nos émissions de 1990. Oui. Sauf qu'entre-temps, l'objectif a changé, puisque l'Europe a décidé que ce ne serait pas, enfin l'Europe et nous, hein, oui, puisque ça ne se serait pas décidé si on n'avait pas dit qu'on était d'accord quand même, de passer de 40 à 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est un effort absolument gigantesque. Ce qui veut dire effectivement qu'en 8 ans, puisque nous arrivons à 2022, oui,
nous allons devoir faire 3 fois, un peu plus de 3 fois, ce que nous avons fait en 30 ans. Voilà. Donc il faut se rendre compte de l'importance du gap. Mais ce gap, c'est aussi, et vous en avez conscience puisque c'est l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est aussi autant de transformations, autant de nouvelles activités, autant de nouveaux emplois, autant de nouveaux investissements que vous allez mettre en place avec un plan au niveau français et au niveau européen qui est gigantesque, puisque au niveau européen, sur nos 27 pays, il est quand même prévu la bagatelle de 1 750 milliards d'euros. Oui. 1 750 milliards d'euros pour assurer cette transformation qui est vitale. Et juste un dernier mot, parce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est que vous dites l'Europe est plutôt très bonne élève sur cette transition. Autant il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas dire qu'on est flambant, oui. Mais sur celui-là, très franchement, on entraîne les autres. Bien que nous représentions que 15% des émissions de gaz à effet de serre planétaires. Alors, bon, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand je dis 15%, c'est les 15% que nous émettons directement. Nous ne prenons pas en compte dans ces 15% les émissions que nous émettons indirectement en achetant des produits à des gens qui eux-mêmes ont émis pour produire ces produits, ce qu'on appelle les émissions indirectes. Oui. Et que les grands émetteurs, c'est les États-Unis et la Chine, pas par tête d'habitants, mais aux États-Unis par tête d'habitants et en Chine, parce qu'ils sont 1,5 milliard de gens, ou en Inde ou au Brésil, ce sont des grands émetteurs. Il n'empêche que nous avons une émission historique, parce qu'on a quand même été les premiers à le faire, du fait de notre développement industriel. Et deuxièmement, ce sont aussi autant d'opportunités sur le plan économique et industriel pour se mettre sur les filières qui sont les filières qui vont permettre cette transformation. Très bien. Merci beaucoup Corinne Lepage et on aura l'occasion de vous réentendre bien sûr tout au long de cette journée. Vous restez avec moi encore un petit moment puisqu'on va demander maintenant à Yves Muller, au vice-président en charge de la transition énergétique et écologique, de nous rejoindre aussi. Et on peut l'applaudir également. Et il a un peu trop fait de football les derniers jours, donc ce qui fait qu'il souffre un petit peu du genou. Yves Muller, des journées comme celle-ci, c'est une avancée à chaque fois très importante pour l'avenir de la planète. Ça aussi, vous y tenez, comme M. Fournier, vous partagez. Bien évidemment. Alors, ce n'est pas l'abus du jour de football. Mon âge ne me permettrait plus de jouer. Mais à une certaine époque, j'aurais mieux fait de planter des radis que de faire du football. Ce serait inscrit dans une vraie pratique environnementale, malheureusement. Les articulations ne vivent pas de la même façon. En tout cas, oui. Et je tenais à vous remercier toutes et tous pour votre présence à cet événement qu'on organise. Vous le dites fort justement, et le président l'a dit fort justement, c'est bien dans cette intention que nous avons décidé de nous inscrire. Alors, en la matière, les choses ne débutent pas aujourd'hui. On n'est pas sur un espèce de Big Bang que l'on constate, où avant il n'y avait rien et demain il y aura tout. Bien évidemment, on a tous commencé, même nous individuellement, à titre personnel, on le fait aussi. On pose nos petites initiatives comportementales, environnementales, au gré du tri, au gré des modes d'énergie qu'on utilise. Ceci étant, pour notre communauté, c'est réellement l'intention de contribuer à ce qui doit être un effort aujourd'hui de notre territoire, mais aussi de notre pays, notre nation, et puis un effort à l'échelle planétaire. Parce que bien évidemment, cette prise de conscience qui est micro-ciblée sur quelques dizaines quelques centaines de milliers de mètres carrés, elle est évidente, elle est nécessaire. Et je crois que c'est vraiment à l'échelle de notre planète que la problématique se pose. Et nous ne souhaitions pas, même si cela peut être un peu pompeux que de l'affirmer, rester à côté du grand train de l'histoire qu'on verrait passer et dont on se dirait qu'il finit toujours par s'arrêter à la gare de Romba ou de celle d'Amnéville, puisque je crois que c'est les 2 gares du territoire. Exactement. Il faut être dans l'action. Un mot sur les thèmes qui vont être abordés. On les voit, alimentation durable, énergie renouvelable, mais également la mobilité et le changement climatique. Oui, absolument. 4 thèmes. Alors, l'étendue et le sujet aurait pu nous permettre d'en rajouter bien davantage. Je pense au logement, je pense au traitement des déchets. On a souhaité les cibler. Alors déjà pour des contingences logistiques. Bien évidemment, une après-midi, on ne peut pas organiser à profusion des tables de travail sans qu'on ait aussi un caractère lassant, reconnaissons-le. Et on a essayé de regrouper
4 thématiques qui relèvent de véritables nouvelles initiatives que nous portons et à laquelle nous allons essayer de donner beaucoup de sens. C'est le mot que vous avez utilisé. Oui. Donner du sens aux choses. Là aussi, ça correspond à une certaine forme de mode. Mais là, dans ces 4 thématiques, notre intention, c'est d'apporter une vraie dimension impliquée, engagée sur le climat et sur ses conséquences, impliquée et engagée sur les nouveaux modes d'énergie, impliquée et engagée, même si c'est embryonnaire chez nous, si ça ne fait que commencer, sur l'alimentation. Tout le monde parle, parfois se gargarise de cette histoire de circuit court. Et il ne s'agit pas que d'une histoire. C'est un vrai travail au jour le jour, au quotidien, de structuration, de mise en forme d'un parcours qui permette de fabriquer et de faire les choses, et une thématique qui est une thématique de forte actualité, la mobilité. Exactement. Jamais en France on aura vendu autant de véhicules électriques, jamais en Europe on aura vendu autant, et jamais aux États-Unis, qui reste un des grands révélateurs de cette consommation qu'ont les habitants de leur mode de déplacement. Donc on a voulu et on veut s'inscrire pleinement dans ces 4 grandes thématiques avec peut-être un peu plus de pugnacité que les autres. Les autres, on les traite déjà de façon plus avancée par ailleurs. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez regagner vos places et puis on vous retrouvera un petit peu plus tard dans la journée. Corinne Lepage le dit très bien. D'ailleurs, quand vous vous occupez de l'environnement, cela doit être un tout, climat, biodiversité, mais aussi l'humain. La première table ronde, eh bien, nous allons ouvrir avec le changement climatique. Je vais demander à Maxime Dagan, responsable de l'unité territoriale du Thionvillois, agence de Metz, UT du Thionvillois, de venir me rejoindre, à François Pierron, responsable d'études urbanisme, transition énergétique et climatique, CEREMA Est, de venir également, et puis à Marianne Perrin, qui est directrice du syndicat mixte Moselle-Aval, de venir sur scène également. Bonjour à vous tous. Les températures augmentent, les précipitations aussi. État des lieux en images et on en parle juste après. Regardez. Maxime Dagan, peut-être une petite présentation de vos services, de votre unité territoriale en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, l'Office national des forêts est l'entreprise qui est chargée de gérer les forêts publiques en France, donc les forêts qui appartiennent à l'État ou aux communes. Et donc en particulier sur le territoire de la CCPOM, on gère 2500 hectares de forêt, ce qui représente environ un quart du territoire de la CCPOM. Très bien. Quels sont les effets des évolutions climatiques sur les forêts? La résistance, je crois, notamment des essences actuelles, hein, le dépérissement déjà constaté, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a eu une première grosse alarme à partir de 2018, donc oui, dès les premiers étés secs qu'on a connus avec les épicéas. Donc, c'est la fameuse crise qu'on a appelée crise scolite. Oui. Un petit peu à tort, puisqu'en fait, la première cause de dépérissement de ces épicéas, c'est bien les étés secs et pas le scolite. Donc le scolite, c'est un petit insecte qui se nourrit sous l'écorce des épicéas, qui est présent dans presque tous les peuplements d'épicéas de France, et qui en fait est un parasite de faiblesse. Donc il attaque les arbres qui sont affaiblis. Oui. Et en fait, donc en plaine, dans le Grand Est, et particulièrement sur le territoire de la CCPOM, tous les épicéas ont été affaiblis par les étés secs qu'on a connus. Ils n'ont pas réussi à produire suffisamment de résine pour se défendre. Et c'est comme ça que les scolites ont pu donc tous les attaquer et tous les décimer. Très bien. Je fais une petite parenthèse, vous pourrez manger peut-être ce style d'insecte à la fin, puisque l'organisation, vous voyez, est très bien faite. Ils ont poussé, la communauté de communes du Pays Orne-Moselle a poussé à ce que vous ayez un cocktail qui soit dans l'alimentation durable et vous aurez quelques surprises. Parenthèse terminée. Quelles sont les stratégies de reconstitution pour avoir des forêts, alors comme vous le dites, et j'entends bien et j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup plus résilientes? Oui, alors juste peut-être un deuxième point sur la question qu'on a abordée avec plaisir.
Voilà, donc ici vous voyez une frise qui représente la tolérance au stress hydrique estival, donc au manque d'eau en été, puisque c'est le principal changement qu'on connaît dans le climat lorrain. Auparavant, on avait une lame d'eau qui était plutôt régulière sur toute l'année. Oui. Maintenant, on a un creux en été qui fait que les arbres manquent d'eau. Et donc, sur cette frise, on voit qu'en premier, on retrouve l'épicéa. Donc là, on n'a presque plus d'épicéa vivants sur le territoire de la CC-Pomme. Et si on avance un petit peu sur la droite, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on retrouve le hêtre. Et le hêtre, donc, c'est l'essence qui constitue 80% des forêts du territoire de la CC-Pomme. Oui. Donc là, on s'inquiète vraiment pour l'avenir. Et sur la carte qui suit, donc voilà, vous pouvez voir un logiciel Climessence qui a été développé par la recherche forestière qui montre la carte de compatibilité climatique, donc le climat là où il peut se développer, du hêtre, donc le climat actuel en haut à gauche, et les trois autres cartes donc, sont à une échéance de 2070, donc dans 50 ans, avec les scénarios optimistes, intermédiaires ou pessimistes du GIEC. D'accord. Et donc on voit que dans le scénario intermédiaire ou dans le scénario pessimiste, qui sont a priori les plus probables à l'avenir, le hêtre disparaît de la quasi-totalité de la France. Donc effectivement, quelles sont les stratégies de reconstitution pour avoir des forêts plus résilientes? Je crois que vous souhaitez évoquer les atouts du bois, notamment, pour la lutte contre le réchauffement global. Oui, alors les atouts du bois, ils sont triples. Donc tout d'abord, la forêt est un milieu qui séquestre du carbone. Donc la forêt française, elle séquestre 87 millions de tonnes de CO2. Ça représente 20% des émissions des Français. Donc c'est quand même très important. Également, donc, le bois est un produit qui stocke durablement du carbone. Et donc il y a un effet de substitution à des matériaux qui pourraient être utilisés à la place du bois, mais qui émettent plus de carbone. Donc, par exemple, quand on construit une table en bois, plutôt que de la construire en plastique, on permet de stocker du carbone et on évite la production de carbone de la production de plastique. Et voilà. Ben, c'est parfait, vous avez été très complet sur la présentation. François Piron, un mot peut-être aussi sur CEREMA de votre côté. Oui, alors vous m'entendez, bonjour à toutes et tous. Un petit mot sur le CEREMA, oui, c'est un établissement public que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, qui accompagne les collectivités. C'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle de l'État et des collectivités territoriales et qui apporte son expertise, qui fait de la recherche et de l'accompagnement des collectivités territoriales dans leur stratégie en matière d'aménagement au sens très large. Donc c'est des choses très intégrées, mais qui comportent tout ce que l'on voit derrière sur les panneaux. Alors il existe des ateliers scientifiques d'élus. On va se servir d'ailleurs d'un atelier avec vous pour regarder comment adapter le territoire au changement climatique et notamment à la canicule, puisque c'est ce qui nous touche peut-être le plus. On va se poser quelques questions, quoi, comment, où, pour y voir plus clair, disons-le. On le sait, c'est un phénomène mondial de toute façon, plus que malheureusement partagé. Oui, je pense que la communauté scientifique, malgré quelques personnes encore sceptiques, comme on dit, les climato-sceptiques, ils sont de moins en moins nombreuses, la communauté scientifique s'accorde à dire que les choses vont de mal en pis et que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il y a un intérêt pour nous à travailler d'arrache-pied avec les élus pour essayer d'évoquer ces questions-là, d'où l'expérience d'ateliers partagés avec les élus, dont l'objectif est de les sensibiliser à ce phénomène-là, de partager le vocabulaire et puis d'envisager des solutions, parce qu'il est évident que toute stratégie, elle doit passer par une méthode, et cette méthode, elle commence d'abord par parler ensemble des mêmes choses en utilisant un vocabulaire qui soit adapté et qui soit compris par tous. Alors vous dites une évolution comprise et surtout modélisée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que déjà, on va s'appuyer sur des choses, vous l'avez vu, on va s'appuyer sur des cartes qui sont très claires, qui ne laissent pas place au doute, même si ça relève de la modélisation. On sait qu'il y a forcément un biais, mais qui reste à un pourcentage relativement faible. L'une des meilleures scénarisations, c'est bien entendu les travaux qu'ont fait le GIEC et qui proposent un certain nombre de scénarios qui diffèrent en fonction de la capacité des collectivités, l'ensemble de l'État et de ses collectivités à s'engager sur le sujet. Et on a différents scénarios comme ça, et il est entendu aujourd'hui que même si on fait tous les efforts, on ne peut pas négliger le fait que le réchauffement climatique aura lieu et qu'il va falloir faire face à ces différents impacts. Bien sûr. Alors on reparle d'un mot clé, Maxime en a parlé, c'est la résilience face à ce changement climatique, tout d'abord avec une notion de risque, selon vous.
Oui, pour évoquer la résilience, puis finalement évoquer tout ce qu'on a vu, les impacts, il faut comprendre d'abord de quoi on parle quand on parle finalement de résilience, mais c'est d'abord de comprendre la risque. Un risque, c'est un phénomène qui survient et puis un phénomène qui impacte quelque chose. Parce que finalement, si on est en train d'en discuter là aujourd'hui, tous ensemble, c'est parce qu'on est aux premières loges et que c'est nous qui sommes concernés. Donc finalement, si une inondation a lieu quelque part et qu'elle n'impacte en rien les infrastructures ou l'activité humaine, on ne va pas la considérer comme un risque, on va la considérer comme un phénomène naturel. Là, en l'occurrence, on va bien parler de risque, puisque si une inondation elle a lieu, elle va perturber notre capacité à vivre classiquement. Voilà. Donc la résilience, il faut bien se la rapporter à cette question de risque. En fait, elle tient en plusieurs concepts, mais souvent ce terme est utilisé, il est important peut-être de le rappeler. La résilience d'un territoire, la résilience d'une intercommunalité. Oui, qui doit être résilient? Un territoire résilient, c'est-à-dire? Tout le monde doit être résilient, chacun à son échelle. C'est bien ce qui a été évoqué par le vice-président tout à l'heure, c'est qu'il faut que chacun prenne sa responsabilité dans ce phénomène. Et en fait, la résilience, c'est d'abord d'être en capacité à résister à un aléa qui va nous survenir, donc être la capacité à prendre en considération ce phénomène-là, la capacité à se dire, très bien, j'ai eu un certain nombre de dégâts, il va falloir que je puisse y faire face, et donc la capacité à absorber ces difficultés et ces perturbations. Et ensuite, il y a une phase qui va être une phase de revenir à un état éventuellement normal par rapport à la survenue de cet aléa. Et bien entendu, la capacité, c'est ça le maître mot dans la résilience, c'est la capacité à évoluer et à se saisir de ce que l'on vient de vivre pour essayer d'anticiper et de faire évoluer le territoire pour qu'il ne subisse de moins en moins de dégâts par rapport aux impacts attendus. Voilà. Vous faites une belle synthèse sur la résilience. Alors on prend la France avec comme repère une année, c'est 2015. Oui, alors c'était la repère en 2015 et ça a encore évolué, c'est-à-dire que tous les travaux qu'on menait Météo France montrent que globalement, plus d'un tiers des communes du territoire national métropolitain sont très impactées et ont un impact moyen, voire fort, sur les effets du changement climatique. Donc ce n'est pas rien et puis ça a tendance à s'accélérer. Un impact économique également. Et oui, il y a un impact économique, parce qu'on l'a dit, à un moment ou à un autre, si on est face à un risque et que ce risque intervient sur les infrastructures, par exemple, il y a un moment ou à un autre, ces infrastructures, il faut leur redonner leur vie. Et cette vie-là, elle passe par un système de financement, notamment un système assurantiel. Donc ça coûte très cher. Ça coûte aujourd'hui environ 3,4 milliards d'euros par an à la France, uniquement pour des grosses infrastructures. Je dis bien, alors là, on ne touche pas encore le système assurantiel des particuliers. Et on estime que d'ici 2050, si on ne fait rien, ce sera 34 milliards annuels. Donc là, on va multiplier par 10 ce chiffre. Donc ça relève de conséquences économiques qui sont importantes à toutes les échelles et donc aux échelles intercommunales aussi, évidemment. Vous vouliez aborder les îlots de chaleur urbaine. Alors oui, ça c'est un phénomène sur lequel on travaille beaucoup au CEREMA aujourd'hui, puisqu'on a compris qu'il y a la question de l'adaptation au changement climatique, et puis ce phénomène depuis l'été caniculaire de 2003, avec ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, je le rappelle, c'est que lorsqu'on est en période de canicule, la canicule c'est lorsque la nuit la température ne diminue pas de moins de 5 degrés par rapport à la journée, donc ça veut dire qu'on reste dans des températures très chaudes. Ce phénomène-là est d'autant plus accéléré dans les espaces urbanisés. Alors vous dites bien sûr qu'il faut agir maintenant, et ça on l'aura compris, il est temps, là où les stratégies à adopter. Alors les stratégies, je pense que vous les connaissez toutes, il y en a deux types. Soit on lutte, soit on s'adapte. Donc il y a deux stratégies nationales sur le sujet. Il y a d'une part la stratégie nationale bas carbone qui vise à essayer de diminuer nos consommations énergétiques, donc les émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact du changement climatique. Et puis la deuxième qui est le plan national d'adaptation au changement climatique dans sa version numéro 2, qui est là pour essayer de donner des grandes pistes et des grandes stratégies pour essayer d'adapter nos territoires, faire face à ces questions. Alors c'est là où le rôle des collectivités locales est vraiment primordial. Bien sûr, parce que les collectivités locales, elles ont tout à jouer, puisque de toute façon, on l'évoque, cette question à un moment d'adaptation au changement climatique, elle passe aussi par la manière dont on aménage, la manière dont on utilise les espaces. On l'a vu tout à l'heure, le être, à un moment, doit bouger, il va bouger, et c'est la fragmentation des espaces qui va l'empêcher éventuellement de bouger, de la même manière que tout ce qui est biodiversité, etc. Et donc, ça veut dire que c'est l'aménagement concret du territoire. Et donc, ça passe par un certain nombre de stratégies, et l'État a sa part à prendre dans cette stratégie, mais les collectivités aussi, d'où la mise en place des plans climat-énergie territoriaux que l'on salue évidemment. Comment faire? S'adapter pour tout mettre en action. J'ai lu aussi là beaucoup de choses sur ce que vous m'aviez envoyé. C'est ça qui est le plus complexe en fait. Le plus complexe aujourd'hui, c'est de ne pas envisager finalement la question du changement climatique, la question de l'adaptation comme étant une thématique complémentaire, mais c'est plutôt une perception.
j'ai envie de dire, mais ça c'est une conviction presque personnelle, c'est de dire que c'est une conviction par rapport à la manière dont aujourd'hui on aménage et dont on travaille nos territoires. Quand je dis travailler, c'est que l'intérêt pour toute collectivité, et tu as compris, c'est de faire en sorte que nos territoires se développent, d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens, et ça passe par un certain nombre d'éléments. Le tourisme, la petite enfance, un certain nombre de compétences qui sont entre les mains des collectivités. Et ces compétences-là, elles doivent être vues un moment au travers du prisme de la question du changement climatique pour faire en sorte qu'elles deviennent plus vertueuses et plus cohérentes. Marianne Perrin, un mot sur Moselle-Aval. Allez-y, allez-y. Vous m'entendez? Oui, okay. Parfait. Je représente Moselle-Aval, qui est une structure qui permet à 12 intercommunalités de travailler ensemble sur la thématique des inondations. Notre périmètre s'étend, on va dire, de Custine, on va dire sur l'axe mosellan jusqu'à la frontière luxembourgeoise à Apac. Et évidemment, le Pays Orne-Moselle est une pièce importante, puisque de plus situé sur l'affluent de l'Orne, qui est avec la Seille un des 2 gros affluents de la Moselle et qui donc sont contributifs aux inondations. On porte un programme d'action et de prévention des inondations qui à terme permet de travailler sur cette thématique pour 750 000 habitants. Alors les données que je vais vous présenter aujourd'hui sont confidentielles, elles ne sont pas encore sorties, elles concernent l'hydrologie. Oui. Vous partez en fait des résultats d'une étude sur le fonctionnement hydrologique du bassin versant de la Moselle. Moi, ça m'a passionné d'ailleurs ce que j'ai lu sur ce que vous m'avez envoyé. On rappelle peut-être rapidement ce qu'est l'hydrologie, à moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous donner la définition correcte dans la salle. Je pense que dans la salle, il y en a quelques-uns quand même qui doivent... Mais il ne lève pas la main. qui doivent s'y frotter régulièrement. L'hydrologie, c'est l'étude des précipitations. Alors, principalement, on va dire la pluie qui tombe, mais aussi, c'est notre problématique ici sur le plateau lorrain. C'est vraiment une particularité. L'étude aussi de la quantité d'eau qui arrive au niveau du cours d'eau suite à la fonte des neiges. Et c'est vrai que les principales inondations qu'on a pu rencontrer sont dues en général à une fonte du manteau neigeux. Alors c'est vrai que cette étude d'hydrologie, elle est portée par la région Grand Est. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est obligé, pour comprendre l'étude des précipitations, d'étudier sur l'ensemble du périmètre du bassin versant de la Moselle française, donc dont la source est dans les Vosges à Bussan et jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Alors malheureusement, on ne parle pas du bassin versant de la Moselle dans son entièreté. Elle se jette dans le Rhin en Allemagne à Koblenz. Aujourd'hui, l'administration française fait qu'on va se limiter à l'étude de la partie aval française. Voilà. Mais on discute quand même avec les Allemands et les Luxembourgeois, mais bon, c'est un petit aparté. Les organisations internationales aujourd'hui, au niveau des collectivités, pourraient peut-être être un petit peu plus fluides. Oui, exactement. Un bon entendeur, salut. Que dit cette étude? Quand est-ce qu'elle a été réalisée aussi, surtout? Elle est assez récente? Oui, elle est tout à fait récente. Elle a commencé à l'hiver 2019. Elle n'est pas encore terminée. Elle se termine. Elle n'est pas publiée. Surtout, nous, on veut comprendre le fonctionnement des débits, alors de crues, c'est-à-dire le phénomène d'inondation, mais aussi les débits d'étiage. D'accord. Et alors là, c'est un phénomène inquiétant. L'étiage, c'est le... Dites-moi si j'ai bien appris la leçon. Le niveau du cours d'eau au plus bas. Voilà, et évidemment, normalement, c'est plutôt l'été que l'on observe. Alors, crue et étiage, ce sont des phénomènes naturels pour les cours d'eau. On l'a peut-être un petit peu oublié en urbanisant les fonds de vallée. Si j'ai rien dit, j'ai pas regardé. Mais c'est vrai que le souci, c'est qu'on observe ces cycles qui doivent alterner étiage et crue avec un certain dérèglement. La sécheresse dure plus longtemps l'été. Les crues sont beaucoup plus soudaines, elles arrivent d'un seul coup, on ne les voit pas arriver. On a aussi des phénomènes de ruissellement qu'on voyait plutôt en Alsace, avec des phénomènes de coulées de boue, mais ça commence à arriver on voit les côtes de Moselle, par exemple, autour de la région Messine. Je descends un petit peu, j'évite le Pays Orne-Moselle comme ça. Voilà. On a des phénomènes concomitants de nouveaux cycles d'inondation, et donc ce qui nous inquiète, c'est plutôt ça. On a fait effectivement des projections avec plusieurs scénarios du GIEC, et dans tous les cas, alors, on a étudié sur les 60 dernières années la connaissance, on va dire précisément, le niveau des crues et des étiages au cours des 60 dernières années, avec des stations de mesure sur l'ensemble du bassin versant qui sont équitablement réparties. Mais 60 ans, c'est... Honnêtement, on ne va pas se le cacher, c'est assez récent. Donc ce que je vais vous dire, c'est que globalement, oui,
bon, cette année, on n'y pense pas, mais les autres années étaient plutôt sèches, c'est finalement pas anormal quand on regarde une chronique longue sur un temps de 60 ans. Par contre, quand on fait les projections du GIEC avec, on va dire, un scénario, on continue comme aujourd'hui, on fait pas pire, on s'arrête à ce niveau-là, ou qu'on augmente à un taux maximal, là on explose. Et alors les chiffres, c'est que sur les débits d'étiage, on voit une augmentation entre plus 7 et plus 17%, mais surtout sur les phénomènes d'inondation, on va de plus 33 jusqu'à plus 33 d'augmentation sur les débits de crues, donc potentiellement en hiver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de ces données-là, c'est de pouvoir caler une modélisation hydraulique du cours d'eau, c'est-à-dire on a le débit de la crue, donc on voit le cours d'eau comment il monte. Nous, on va voir en 3D comment il s'étale dans la vallée de la Moselle, on va dire majoritairement urbanisée, et on va voir les limites des zones inondables. Et je pense qu'à terme, ça pourra remettre en cause potentiellement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de services de l'État qui sont représentés aujourd'hui, des plans de zonage de PPRI. Programme de prévention du risque. Je me souviens même plus tellement. Risque inondation. Plan de prévention du risque inondation, qui est un document État, et surtout une pièce indispensable à tous les plans locaux d'urbanisme, qui sont des pièces obligatoires. Donc l'idée, c'est de comprendre les phénomènes. Donc je pense que d'ici 2 ans, on pourra annoncer des projections pour voir les futures zones inondables sur la vallée de la Moselle. Il y a encore 1 ou 2 points que vous souhaitez mettre en avant par rapport à cette étude ? On espère publier bientôt les résultats et être surtout pédagogique auprès du grand public, parce que c'est des données qui ne sont pas forcément évidentes à appréhender, mais qui nous permettent, nous, de modéliser l'avenir et d'être force de proposition dans l'aménagement du territoire, sachant que la grande clé à terme, ça va être certes l'adaptation, mais surtout repenser l'urbanisme en fonction de l'aléa qui évolue, puisque les enjeux urbanistiques, ils sont là. Voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mettre en sécurité ou repositionner ou mettre en sécurité les personnes et surtout les activités économiques qui s'y trouvent. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans la gestion des risques, dans le dimensionnement, c'est l'impact économique de l'arrêt, par exemple, d'une usine, d'un atelier. Bon, là, avec la crise sanitaire, l'activité événementielle, ils ont pu mesurer l'impact d'une crise sur l'arrêt d'une filière économique. Mais en l'occurrence, notre vallée mosellane est constituée de beaucoup de bâtiments à vocation économique. Beaucoup de gens y travaillent et c'est cet impact-là qu'on va essayer également de mesurer. On espère proposer un programme d'action chiffré d'ici 3 ans. Voilà. Bon. Ben écoutez, il va y avoir des questions de toute façon certainement pour vous. Yves Muller, en tant qu'élu justement de la communauté de communes du Pays Orne-Moselle, je crois que vous avez un micro où Madame Lepage va vous le faire passer. J'aimerais votre mot de fin, ou en tous les cas par rapport à ce que vous venez d'entendre, et puis j'interrogerai Madame Lepage sur le thème du changement climatique. Ça a l'air... Ah. On parle de sécheresse, le micro a séché aussi. Heureusement, il faut toujours l'humain, vous voyez. Complémentarité entre le digital et les nouvelles technologies, l'humain, c'est très important. Tout le monde sait par ailleurs que j'ai une détestation pure vis-à-vis des micros. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Pourtant, vous êtes un très bon orateur. Alors, dites-nous votre... Non, juste vous dire que l'intérêt d'une réunion comme celle qu'on fait aujourd'hui, c'est de reposer assez clairement les choses en termes de proximité. Parce que trop souvent, et pendant de nombreuses années, on a tous vécu, alors quand je dis tous, ce n'est pas nécessairement les élus ou les gens qui sont investis et opiniâtres sur le sujet depuis des décennies, mais nos concitoyens, le citoyen lambda, a toujours l'idée de se dire que le climat, c'est ailleurs, c'est en Afrique où il fait chaud, ou c'est sur la banquise où il fait froid et que ça fond. Mais globalement, le climat, c'est ici et maintenant. Et il suffit... de prendre ses bottes avec M. Dagan ou M. Chausset, qui est là en haut, pour aller dans les forêts ou dans les ruisseaux. Et je me souviens des tristes épisodes d'inondation qu'on a vécu ici sur notre région, quand on avait nos bottes avec Lionel Fournier, dans les quartiers respectifs de nos villes respectives. Je crois que cette idée du changement climatique doit s'imposer dans les mœurs du citoyen, avec une urgence qui n'est pas l'urgence qu'affirment les grands médias et la presse. C'est une urgence du quotidien.
où il faut aller voir avec ses bottes. Il faut aller voir dans nos forêts, il faut aller voir dans nos ruisseaux, sur nos ruisseaux, et lors des inondations, par la force des choses. Parce que l'incidence climatique que l'on connaît, et de celle dont on a fort justement parlé avec les mots qui pèsent bien et qui portent leur sens, encore une fois, c'est ici et maintenant. Et on le vit dans la tristesse de ces événements. Moi, j'ai cessé d'appeler le déficit hydrique des forêts, de le baptiser comme ça. Moi, pour moi, ces arbres, je considère qu'il s'agit de la désespérance hydrique de nos forêts. Et qu'au final, rien n'est pire que d'être habité par l'obligation de se rendre sur une maison qui a pris l'eau sur 1,40 m, avec les crues liées aux événements pluviométriques terrifiants qu'on a rencontrés. Oui. Donc je crois que aborder le changement climatique, c'est lui donner une grande proximité du quotidien. Et je crois qu'il faut qu'on s'astreigne, nous aussi, et ça me faisait sourire quand j'entendais le propos, les termes que les spécialistes comprennent. Il faut que l'on s'impose une règle qui consiste à parler des choses simplement. Et je vous assure que ça marche, parce que ceux qui s'en inspirent le plus vite et le mieux sont les enfants dans les écoles. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre le climat ou les forêts ou les ruisseaux à un enfant, parce que lui, il capte tout de suite. Il n'a pas besoin du pépé ma chère bidule, de l'indice truc-muche et de l'étude sur... il comprend. Voilà. Et moi, ce que je crois, le président partage cette idée, c'est qu'il faut donner de cette intention une notion extrêmement palpable des choses. Et de dire que ça nous engage aux échéances qui sont fixées. Alors, Madame Lepage le dira sûrement mieux que moi, mais ces échéances me semblent très proches et difficiles à traiter. Oui. D'autant qu'en la matière, et comme dans toute espèce de décision, on sait bien qu'une décision en ce sens, c'est pas dire on va faire, c'est dire très certainement arbitrer entre des choix, des mixtes énergétiques. Alors, excusez-moi, je reprends la terminologie du spécialiste, qui doit permettre de donner une impulsion à ce que l'on va réaliser, nous, sur nos collectivités. Complètement. Corinne Lepage, action, réaction. J'ai eu la chance, et je fais un petit clin d'œil aussi, puisque vous avez une amitié, un amour pour la Lorraine. Vous avez de la famille Messine, ça remonte au XVe siècle. J'ai eu la chance, et puisqu'il parlait des enfants, de travailler avec Jean-Marie Pelt, pardon. Pas la même chose. Oui, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Pauvre, oui, c'est franchement. un plus révélateur. Non, Jean-Marie Pelt, où j'ai passé... Et j'ai beaucoup appris d'ailleurs avec lui. Exactement. Et tout ça pour dire que oui, c'est important de s'en soucier très tôt. Et peut-être, est-ce que ce n'est pas une idée sur le changement climatique que les enfants soient directement concernés dès leur plus jeune âge à l'école? Je pense que les enfants, ils sont concernés sans qu'on leur demande, sans qu'on leur explique. Quand on voit la mobilisation de nos jeunes et de nos plus jeunes, je crois qu'ils ont parfaitement compris que leur monde à eux, il était très très difficile. Alors je voudrais m'inscrire dans ce que vient de dire... Monsieur Muller, sur le fait c'est ici et maintenant. Et peut-être revenir sur les 3 points qui ont été abordés très rapidement. Oui. C'est ici et maintenant, pourquoi? Glasgow s'ouvre donc dans 3 jours. Ça va être une grande messe. Dans ma vie, j'ai participé à 8 ou 9 COP, donc j'ai une petite idée de la manière dont ça peut se passer. Le problème est que nous sommes aujourd'hui en augmentation constante de nos émissions de gaz à effet de serre. On est, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, ça n'a pas d'intérêt, mais disons que ça continue à augmenter. Et nous avons pris en moyenne planétaire, c'est-à-dire en comptant à la fois la mer et le sol, les différentes zones de la planète, entre 1,1 et 1,2 degrés. Oui. Nous, en France, on a plus. Alors, il y a des spécialistes à cette tribune, mais de ce qu'on peut lire, on est plutôt autour de 2 degrés en plus. Alors que la moyenne est à 1. Donc ça veut dire qu'on est particulièrement impacté. C'est ça que, moins que l'Arctique, par exemple, évidemment, où là c'est 4 degrés ou 3 ou 4 degrés. Mais enfin, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que ce que les uns et les autres ont décrit à cette tribune, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arranger. Je suis désolée de dire cela, parce que ça rejoint un sujet très important qui explique aussi les raisons pour lesquelles on a tellement de mal à s'y mettre. Ça s'appelle l'éco-anxiété. On a la trouille, pour parler vulgairement. C'est-à-dire que ce qui nous arrive est tellement important, tellement fondamental, tellement anxiogène, que pour beaucoup, il y a la tentation de dire, bon, ouais, d'accord, enfin, bon, on verra plus tard.
parce qu'on a peur, tout simplement. Donc, combattre l'éco-anxiété, on le fait en agissant. Oui. Et le fait d'agir, c'est très important, d'abord parce que moi, on fait quelque chose, et deuxièmement, parce que ça combat cette angoisse existentielle, en réalité, et par conséquent, ça permet de sortir de cette espèce d'immobilisme lié tout simplement à la peur, quoi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est l'importance de l'adaptation. Vous avez beaucoup parlé, monsieur, en parlant tout à l'heure, c'est le monsieur du CEREMA. Oui. Pardonnez-moi, j'ai monsieur Dagan. Vous avez beaucoup parlé de la résilience. C'est très important, mais l'adaptation, je dirais que c'est encore plus important. Et dans les plans d'adaptation, dans les plans climat-énergie qu'on a l'obligation de faire maintenant, le volet adaptation a pris une ampleur beaucoup plus considérable. Et dans les modifications réglementaires au niveau communautaire, puisqu'il y a eu beaucoup de textes qui ont été votés, il y a 14 nouvelles directives ou changements de directives qui sont dans les tuyaux. La question de l'adaptation avec des suivis très précis, c'est-à-dire que faire de l'adaptation, c'est pas dire je vais m'adapter, c'est vraiment des objectifs, des moyens et un suivi, comme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire on sort du flou artistique dans lequel on est depuis quelques années, parce qu'on ne découvre pas l'adaptation. Hein. Dans les accords de Paris, il y avait déjà l'adaptation, sauf qu'on n'a rien fait du tout. Bon. Donc la question adaptation, elle est fondamentale, et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, donc la prévention. Ce qui rejoint ce que disait Madame Perrin en ce qui concerne l'urbanisme et les plans de protection contre le risque d'inondation, les PPRI, parce que effectivement l'urbanisme est directement impacté. Alors pour nos amis de la côte atlantique, ben, c'est une évidence puisqu'ils n'ont plus de territoire. Donc pour eux, la question, je dirais qu'elle ne se pose pas trop. Ou elle se pose autrement. Mais pour la France de l'intérieur, dans laquelle nous sommes, la question se pose aussi avec les risques d'inondation et avec un sujet qui va devenir très important pour les collectivités territoriales, qui est ce qu'on appelle le ZAN, puisqu'on adore chez nous les sigles, c'est-à-dire zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que l'objectif est de ne plus artificialiser sans désartificialiser. Oui. Ce qui veut dire qu'il va falloir, dans le même temps, prendre ensemble la question du risque et la question de la non-artificialisation de nouveaux territoires, voire de la renaturation d'un certain nombre de territoires, ce qui peut-être, vous le disiez entre les lignes, madame, tout à l'heure à propos de l'urbanisme qui s'était peut-être pas mis toujours là où il aurait dû se mettre, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, ça peut être aussi l'occasion de récupérer des terres. Je pense beaucoup, moi, aux entrées de ville, à tout ce qui a été fait en matière d'hypermarchés, de centres commerciaux qui sont plus ou moins à l'abandon et qui pourraient faire des zones super, une fois qu'elles seront nettoyées, dépolluées, de renaturation. Et le dernier point, et j'aurais terminé, c'est la question de la séquestration du carbone avec la forêt. C'est un sujet très important. Très, très important. Pourquoi ? Vous avez rappelé Monsieur Dagan avec juste raison. Et on peut faire une erreur sur un Jean-Marie, qui est une erreur impardonnable, je vous l'avoue, mais c'est Monsieur Piron et c'est Monsieur Dagan. ONF. Maxime et François. Je voulais parler de l'ONF, donc je ne m'étais pas trompée. Mais je n'ai pas regardé la bonne personne, c'est tout. Mais je ne m'étais pas trompée dans le nom. Bien évidemment. Monsieur Dagan, vous nous avez rappelé l'importance de la question de la séquestration du carbone, parce que nous avons des obligations en termes de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est des obligations nettes. C'est-à-dire qu'on a le droit de déduire de ce qu'on émet ce qu'on séquestre. Sauf que l'Union européenne se pose quand même quelques questions sur le bien fondé de ce que nous disons avoir séquestré. Pas que nous, les Français, hein, d'autres aussi. Parce qu'évidemment, chaque fois que vous séquestrez, c'est un effort de moins à faire. Tout au moins, c'est conçu comme ça. Donc, la question de la capacité de la forêt à séquestrer, parce qu'on séquestre comment ? Il y a 3 manières. L'océan, pour l'instant, on ne sait pas faire. Donc, et comme l'océan va mal, il séquestre moins bien que ce qui séquestrait. Ensuite, il y a la forêt, et ensuite, il y a les sols, c'est-à-dire les méthodes agriculturales. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure quand on va parler de l'alimentation.
Mais la forêt joue un rôle extrêmement important. Donc la capacité de la forêt française à séquestrer le carbone, c'est un sujet absolument majeur pour la collectivité nationale. Tout simplement parce que ce qu'on ne va pas séquestrer, c'est un effort supplémentaire qu'il va falloir faire. Oui. Donc le choix des essences, le remplacement des essences, les bilans hydriques, même si M. Muller disait qu'il ne voulait plus entendre parler de bilan hydrique, tout ça, c'est très important sur la question de la séquestration du CO2, qui est un sujet absolument essentiel. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais c'est trop long. Merci pour l'analyse. Est-ce qu'il y a des questions, justement, pour Marianne, Maxime ou François, sur ce sujet ô combien important du changement climatique? Oui, il y a une question. On va vous donner le micro, monsieur. Je vais vous laisser vous lever, peut-être vous présenter aussi. Bonjour, monsieur. Merci, vous venez d'où? bonjour, je suis Guy Baudot, j'habite Vitry, je suis retraité. Alors, il y a une question qui se pose. Parce que sur la Terre, la planète, nous avons des prédateurs. Le prédateur principal, c'est qui? C'est l'être humain. Eh oui. En 1972, on a été à peu près 5 milliards d'êtres humains. On est à peu près d'accord sur les chiffres. Et aujourd'hui, on doit être aux alentours de 7 milliards. Mais là, il n'y a pas un problème, là. La terre, elle n'est pas extensible. La production agricole pour nourrir les gens, ce n'est pas extensible non plus. On continue à construire des lotissements sur les terrains cultivables. Mais là, quand on va commencer par régler ce problème de personnes sur cette planète, comment on gère? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Là, on est déjà passé à autre chose, mais on n'a toujours pas réglé le problème premier. Merci pour votre question, affirmation. Vous avez raison. Qui s'y colle? Qui veut répondre ou qui veut donner? Vous voyez? Je vois que vous me regardez, donc j'y vais. C'est une question fondamentalement éthique à laquelle je trouve très difficile de pouvoir répondre. Je veux dire. Attendez, il veut rajouter. Si je fais un peu de cynisme, si on continue dans ce rythme-là, vous verrez qu'on sera beaucoup moins de 5 milliards. Donc là, malheureusement, je pense que c'est des questions... La question, en fait, elle n'est pas tant du nombre d'êtres humains qu'on a sur cette planète, c'est la manière dont ces êtres humains consomment et leur empreinte écologique. Oui. Je crois que c'est ça le vrai fond du problème. Oui. Et c'est la question qui... après, on pourra en parler des heures, mais c'est la question de nos modèles. C'est la question de nos modèles économiques. Aujourd'hui, le coût environnemental n'est pas intégré à nos modèles économiques. À partir du moment où vous allez intégrer ce coût environnemental, vous n'achèterez pas le smartphone à 200 €. Vous le payerez des milliers. Et peut-être qu'on se dira, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Et finalement, on va repartir. Je grossis volontairement le trait. Mais vous comprenez derrière ce propos, ce côté caricatural que j'emprunte, mais qui donne à réfléchir sur l'ensemble de nos modèles. Je voudrais juste, tant que j'ai le micro, c'est un élément qui a été soulevé, qui me semble extrêmement important, cette question de séquestration du carbone. Oui. Et je pense qu'elle est le zéro artificialisation nette, parce que ça c'est un des sujets qui me tient à cœur. Et qui est une vraie gageur pour les élus aujourd'hui, parce qu'ils sont à l'œuvre de leurs documents d'urbanisme qui réglementent le droit du sol et de la sacro-sainte propriété, cette question-là. Comment les élus vont pouvoir tenir face à leurs administrés en disant, voilà, des administrés qui ont passé leur vie à essayer d'économiser, qui ont investi dans le foncier, et leur dire aujourd'hui, votre foncier n'est plus un foncier urbanisable, c'est un foncier qui va redevenir naturel, agricole et forestier. Oui. Et qui du coup va coûter, qui n'aura plus du tout la même valeur. Il va falloir qu'il y ait un véritable accompagnement et des administrés, mais aussi des élus qui vont devoir avoir cette force-là et tenir cette force-là. Oui, Madame Lepage. Oh, mais vous avez une assez jolie et forte voix qui devrait porter. Allez-y. Les micros des invités ont quelques défaillances. Ils sont capricieux. Je pense que c'est un sujet majeur et on n'échappera pas, à mon avis, à revisiter la question de... alors je vais dire des choses qui vont faire hurler probablement beaucoup de gens dans la salle, mais ça ne fait rien, je vais les dire quand même. Je pense qu'on n'évitera pas d'avoir un système de compensation de la valeur foncière. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui a économisé toute sa vie que son terrain il vaut 1 et que celui d'à côté qui a eu la même vie, il vaut 10. Ça ne marche pas. Alors, ça a marché pendant un certain temps parce que c'était relativement limité, mais il y a déjà eu beaucoup de frustration. Là, ça va atteindre un tel niveau qu'il faut qu'on trouve un système de compensation. Alors, est-ce que c'est telle commune, le prix du mètre carré, c'est X,
et il y a une compensation qui se fait. De toute façon, c'est X, que ce soit naturel ou urbanisable. Et la différence, elle est virée à la compensation qui permet d'arriver à ce niveau moyen. Parce que si on ne fait pas quelque chose comme ça, mais ça, ce n'est pas du niveau des élus, c'est le législateur qui doit changer les règles du jeu. Il faut avoir une pensée comme celle que Pisani avait pu avoir il y a 40 ans. Mais si on ne va pas vers quelque chose comme ça, je ne vois pas comment on peut imposer une règle zéro artificialisation nette des sols sans avoir la révolution. Franchement, je ne vois pas. Très bien. Une autre question, avant de terminer sur le changement climatique et de passer à la mobilité. Est-ce qu'il y a une autre interrogation pour nos intervenants? Non. Vous avez été très clair, il faut dire, et très précis. On vous applaudit, merci beaucoup. Et on aura le plaisir de vous retrouver lors du cocktail où on pourra échanger ensemble. On poursuit avec le thème de la mobilité. Je vais demander à Caroline Dorel, chargée de développement, chargée de la mission Advenir Formation au sein du réseau Grand Est, de venir nous rejoindre. À Fabien Soria, qui est chef de projet mobilité et stratégie métropolitaine. Et à Nicolas Poulouin aussi de nous rejoindre, qui est coordinateur régional vélo et mobilité active Grand Est. Alors, se déplacer, bonjour à vous. Je vous laisse vous installer. Se déplacer en polluant moins le transport routier en question. Images avant de démarrer avec nos invités. Fabien Soria, première question, premier point. Quel lien entre mobilité et plan climat et énergie justement territorial de la CCPOM, comme on dit? Je crois que vous avez des chiffres. Alors quelques chiffres, certains ont été cités ici. Alors ça fera le lien avec ce qu'a dit mon collègue M. Pierron du CEREMA sur le coût environnemental, l'intégration du coût environnemental, puisque la mobilité, enfin les transports, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc on voit tout de suite combien devrait coûter la mobilité si on intégrait cette question climatique. Et à peu près un peu plus de la moitié de ces émissions proviennent des seules voitures, voitures particulières. Le deuxième chiffre qui a été cité d'ailleurs dans la courte vidéo, 25% de la consommation d'énergie est liée à la mobilité. Et là on a 60% lié à la mobilité individuelle. Donc 40% pour tout ce qui va être collectif et puis fret. 60% pour les seuls déplacements des individus. Il y a un deuxième point, c'est les habitants de Rive-de-Moselle qui utilisent, est-ce qu'ils utilisent d'ailleurs, on peut se poser la question, beaucoup leur voiture finalement? Pas du tout. Non, oui, alors c'est une partie du problème, ils utilisent beaucoup leur voiture. C'est un mode qui est choisi ou subi. Alors on reviendra sur cette notion de subir la mobilité automobile un petit peu après. La voiture, c'est à peu près les 2/3 des déplacements internes au territoire de Pays hors de Moselle. Donc soit en interne à une seule commune, soit entre deux communes de cette collectivité. Je précise que ce sont des chiffres qui sont tirés de l'EDGT qui a été réalisé, donc enquête de déplacement qui a été réalisée en 2017. D'accord. 88%, donc on augmente encore, 88% des déplacements sont réalisés en voiture lorsqu'il s'agit de se rendre sur Metz Métropole, enfin l'Eurométropole de Metz. Et un peu plus surprenant, mais qui s'expliquera un petit peu par la suite, on dépasse les 90%, on a 94% pour aller chez les voisins tout proches de Rive-de-Moselle. Oui.
Voilà. Alors le problème par rapport à la question qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est 66% ou 80% ou 94% de beaucoup de déplacements. Et ça fait énormément de déplacements réalisés chaque jour en voiture. Vous avez noté 200 000. Voilà, il y a 200 000 déplacements qui sont réalisés quotidiennement par les résidents du territoire. Donc on a un peu plus de 50 000 habitants, je crois. Donc ça fait à peu près 4 déplacements en moyenne par habitant. Alors ce sont les plus de 5 ans, donc peu importe. Voilà, on se rend compte du volume de déplacements réalisés en voiture sur cette base. Alors vous parlez de subi, volontairement, je reprends vos propos. Subi, oui. Alors tout d'abord, il y a les encombrements, éventuellement, notamment pour ceux qui se rendent au Luxembourg, on le verra tout à l'heure. Mais surtout, il y a la question du coût. Alors on dépasse la stricte question écologique ou climatique, mais tout cela reste finalement intimement lié en fait. On est sur un territoire où le poste de dépenses en mobilité et particulièrement en voiture est sans doute un peu plus important qu'ailleurs, ailleurs en Moselle ou en Lorraine, puisque le revenu médian sur le territoire des ménages est de 20 600 €. Ce qui positionne la collectivité un petit peu en dessous des autres territoires mosellans. Et ça la met à peu près au même niveau que l'Est mosellan, on va dire. Et pour comparer, Rive de Moselle, qui est tout proche, est à 22 000 €. Voilà, donc faire le plein, entretenir une voiture, payer son assurance, c'est un peu plus cher pour les ménages du territoire que pour d'autres. Alors, autre question concernant les alternatives à la voiture, justement. Où est-ce qu'on en est véritablement ? Alors, on est sur un territoire qui, à dire vrai, ne bénéficie pas d'énormément d'alternatives à la voiture. Alors, il y a tout d'abord le réseau Fluo Grand Est, les réseaux d'autocars, les ex-TIM, qui proposent une offre relativement 25 importante. trains par jour ? Alors non, ça c'est pour le train. Voilà, on a pas mal de cars pour se rendre éventuellement sur Metz. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs lignes, elles ont des horaires scolaires. Alors c'est très scolaire. C'est calé plutôt sur les périodes, les horaires de prise de cours sur horaires matinaux pour les lycées, ou en tout cas là où il y a des collèges. Bon, globalement, il y a beaucoup d'offres, mais c'est très pratique éventuellement pour aller à Metz, mais à part ça, ça ne rend pas forcément beaucoup de services. Et puis il y a les trains que vous avez évoqués, de la région également. Alors effectivement, on en a 25 à Moyeure, 25 trains dans les deux sens, donc ça fait à peu près 12 allées, 12 retours. À Moyeure, à Romba, et seulement 9 à Amnéville, qui bénéficient de la gare d'Abondange toute proche. Voilà, on a fait le tour. C'est la voiture qui est le plus reste, utilisée. C'est la voiture, la marche ou le vélo. En tout cas, ce sont des modes individuels. Il y a 60%, vous dites, des déplacements de 1 à 2 km et un tiers des déplacements dessous d'1 kilomètre qui sont faits malheureusement encore en voiture. Donc la proximité, c'est la voiture également. Et oui. Il y a eu un vote en mars. Dites-nous ce que c'était. Oui, en effet. En mars, la collectivité, donc Pays Orne-Moselle, a voté la prise de compétences mobilité. Incitée par la loi, par la loi d'orientation sur les mobilités de 2019. Et cette prise de compétences va permettre à la collectivité de s'emparer des réflexions et de la mise en œuvre d'un certain nombre de services de mobilité qui permettront une alternative à la voiture. Alors tout d'abord le transport public de personnes, des lignes d'autobus, du transport à la demande ou autre. La question du transport scolaire qui est à considérer avec précaution, puisqu'aujourd'hui c'est la région qui s'occupe d'une partie, tout du moins. La question de tous les usages partagés de la voiture, qui sont prometteurs, je pense, dans une collectivité qui est quand même très urbaine. Covoiturage, etc. Voilà. Et puis tout ce qui va être mobilité solidaire, qui aura aussi son importance, puisqu'on a vu que c'était un territoire où un certain nombre de ménages rencontraient des difficultés économiques. Et puis il va y avoir tout ce qui va être ce qu'on appelle le management de la mobilité, tout le conseil, tout l'accompagnement des ménages, toute l'information, toute la communication pour aider les gens à se déplacer autrement. Alors vous dites la communauté de communes justement du Pays Orne-Moselle a désormais la main véritablement pour agir. C'est-à-dire ? Alors c'est-à-dire qu'elle a pris la compétence,
Maintenant, il s'agit de choisir parmi les différents types de services qui ont été évoqués ceux qu'elle souhaitera effectivement mettre en œuvre, hein, puisque tout n'est pas obligatoire. C'est un bloc, mais on peut le développer petit à petit. Et pour ce faire, le Payeur de Moselle a confié justement à l'Agura, c'est un collègue à moi qui s'en occupe principalement, mais une mission de diagnostic et de définition des enjeux de mobilité à l'échelle de ce territoire, qui permettra in fine à la collectivité de tendre ou d'établir un schéma directeur de transport et ainsi un plan d'action pour cette prise de compétence, justement. Et notamment d'agir sur la fréquence et la distance des déplacements pour limiter l'émission de polluants. Oui. Oui, c'est un constat qu'on fait, mais qui est récurrent, qui est presque quotidien. Vous avez analysé, alors ce qui est important, et c'est ce que j'ai retenu aussi, vous avez analysé les déplacements. Si on regarde motif, distance des déplacements, on se rend compte de plusieurs choses. Il y a des choses importantes. Oui. Par rapport au sujet qui était celui d'aujourd'hui, j'ai choisi 4 points pour aller vite. Le premier, c'est qu'une part importante des déplacements que nous évoquons sont contraints. Bien sûr. Oui. Ils ne sont pas forcément choisis. Et on va dire, tout ce qui concerne les loisirs représente à peu près 25% des déplacements des résidents du territoire. Ça veut dire que pour les 75% qui restent, on n'a pas forcément le choix. On n'a pas le choix dans les horaires, on n'a pas le choix dans le jour, ou on n'a pas le choix tout court parce qu'il faut bien aller travailler, aller faire des courses. Oui. Voilà. Donc c'est un problème, parce que les gens sont contraints, ils n'ont pas de liberté à cet égard. Voilà, c'est tout. Alors, un deuxième point, je les enchaîne. Allez-y, comme ça sera bien clair. Oui. Bon, l'avantage que présente CCPOM, c'est que sur le territoire sont présents un nombre important de services et de commerces qui permettent à peu près entre 60 et 70% des déplacements liés à l'accès aux services et au commerce de se faire en interne au territoire. Donc il n'y a que entre 30 et 40% des déplacements pour faire des achats, par exemple, qui vont sortir du territoire. Donc on reste sur de la proximité, au moins pour ces motifs. Le problème, c'est que 7 déplacements locaux sur 10 font moins de 2 km. Donc on est vraiment dans une proximité à cet égard, mais pourtant c'est la voiture qui est utilisée. Oui. Le troisième, c'est que lorsqu'on se pose la question des motifs, on va dire, mais aller à l'école, c'est facile, il n'y a qu'à aller à pied, il n'y a qu'à aller en vélo. Aller au travail, eh bien, il suffit de prendre le bus, s'il y a du bus. Mais il y a un élément très important et structurant pour les choix que vont faire les résidents dans leur mode, c'est le chaînage des déplacements. C'est que non, ils ne pourront pas aller prendre le bus pour aller au travail parce qu'avant, il faut qu'ils déposent les enfants à l'école. Et pour les déposer à l'école, ils choisissent d'y aller à pied dans le meilleur des cas, et bien souvent, ils préfèrent y aller en voiture. Donc ils continueront le déplacement en voiture. Oui. Et ainsi de suite toute la journée, ce qui fait que, in fine, même si certains déplacements auraient pu se faire à vélo ou à pied, c'est la voiture qui servira à faire l'ensemble de ces déplacements. Voilà. Le quatrième, qui va être très structurant, c'est que CCPOM, Payeur de Moselle est un territoire où il y a relativement peu d'emplois et seulement 7% des déplacements des gens des déplacements qui sont réalisés sur le territoire sont liés au travail. Oui. Ce qui fait que pour travailler, en fait, souvent les résidents sortent du territoire et sur 100 déplacements qui sont réalisés vers Rive-de-Moselle ou c'est le même chiffre vers Metz Métropole, on en a une quarantaine, donc 40%, qui sont liés au travail. Donc on voit le différentiel. Rappelons que 15% également des actifs du territoire travaillent au Luxembourg. Oui. Donc on voit tout de suite que le travail, lui, globalement, s'inscrit plutôt dans la distance moyenne, voire longue. Oui. Voilà. Alors ça pose la question du développement, évidemment. Il y avait une formule dans les années 70-80, plutôt vers Longwy, mais qui était vivre et travailler au pays, oui. Au moment de la crise de la sidérurgie. On se rend compte que c'est pas si simple et que aujourd'hui, Payeur de Moselle s'intègre dans un système de mobilité relativement vaste qui va globalement de Metz jusqu'à la frontière
luxembourgeoise, enfin jusqu'au-delà de la frontière luxembourgeoise, et que la création d'emplois en local, si elle est bienvenue, ne réglera pas le problème, puisque le marché de l'emploi aujourd'hui est déjà à une échelle beaucoup plus large. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur cette question du travail, de la mobilité pour le travail. Exactement. D'ailleurs, le concept de mobilité inversée pose aussi des questions de choix de société. Oui, alors la mobilité inversée, c'est une solution qu'on croit, enfin parfois qu'on espère avoir trouvé pour limiter le déplacement des personnes. Oui. Alors ça peut être la téléconsultation médicale, où personne ne se déplace, mais bon, on va quand même appeler ça de la mobilité inversée, ou le fait de venir au domicile des gens pour leur proposer un certain nombre de services. Alors effectivement, les gens se déplacent moins, mais c'est le service ou l'objet acheté qu'on va déplacer, avec des livraisons et tout ça. Et on voit bien avec toutes les réflexions, enfin les débats qu'il peut y avoir autour des services de livraison et des grandes entreprises que je ne citerai pas, qui travaillent qui vendent par correspondance ou par Internet, que ça pose d'autres questions de société et que ça ne règle pas forcément la question qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir celle de la pollution, enfin de l'environnement. Vous dites ça nécessite de travailler, de repenser peut-être les choses sur le territoire, d'avoir un lien avec ses voisins, avec la région aussi, Grand Est, qui a parfois aussi d'autres logiques en tête qu'une desserte efficace de la vallée. Ça pose finalement beaucoup, peut-être trop de questions, j'ai envie de dire, spontanément aérées. Trop, je ne sais pas, il va falloir hiérarchiser un petit peu les choses. Déjà, prendre la mesure de la compétence qui vient d'être prise par la collectivité, hiérarchiser les choses, que souhaite-t-on développer sur le territoire, mais bien vite se posera la question, et elle est déjà posée, de qu'est-ce qu'on peut faire avec les voisins pour faciliter la mobilité. Puisqu'on voit que déjà, dès qu'il s'agit de travail, mais c'est vrai aussi pour un petit peu pour les achats et d'autres sujets, il faut sortir du territoire. Or, les voisins se posent aussi des questions. Enfin, Rive-de-Moselle a voté également la compétence. C'est un territoire avec lequel Payeur-de-Moselle a beaucoup d'échanges. La métropole est aussi une destination prisée pour bien des sujets. Donc se pose la question de comment on va travailler avec ses voisins pour avoir une offre de bout en bout, si on peut dire. Voilà, et c'est effectivement un sujet sur lequel l'Aguram travaille aussi avec Payeur-de-Moselle, Rive-de-Moselle et l'Eurométropole. Alors ça s'engage tout juste, mais il va s'agir... alors c'est intéressant, puisque justement le territoire vient de prendre la compétence, mais d'engager dès aujourd'hui des réflexions non seulement sur le travail à mener sur le territoire, mais aussi celui à mener sur les interfaces avec les autres territoires. Donc, et là, on commencera à vraiment pouvoir aussi répondre aux questions qui sont posées par le PCAET. Pour la clarté aussi de vos propos. Caroline Dorel, peut-être déjà, alors justement, et c'est un lien et une passerelle formidable, une présentation de Grand Est, justement, mobilité. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, l'association Grand Est Mobilité électrique a pour rôle sur le territoire de la région Grand Est de promouvoir la mobilité électrique, mais surtout de développer et faciliter l'usage des véhicules électriques. On compte aujourd'hui une 60aine de membres, parmi lesquels des énergéticiens, des fournisseurs de bornes, mais aussi des collectivités territoriales dont fait partie la communauté de communes du Payeur-de-Moselle, et tout cet écosystème autour de la mobilité électrique qui souhaite y contribuer. Alors votre rôle exact sur le territoire? Notre rôle, on en a plusieurs. Le premier, on mène actuellement un programme de sensibilisation auprès des élus, acteurs locaux, professionnels de l'immobilier et grand public face à toutes ces évolutions et sur le sujet des véhicules et de l'usage des bornes. On informe également les collectivités et les professionnels sur le sujet des subventions dans le cadre d'un programme Climaction en partenariat avec la région Grand Est. Et au sein de l'association, on accompagne bien sûr les porteurs de projets pour faciliter le déploiement de bornes et d'évolution en termes de flotte. Très bien. Alors, il y a plusieurs points que vous voulez aborder sur les enjeux de la mobilité électrique. Il y a tout d'abord contribution aux enjeux climatiques, bien sûr. Tout à fait. Ça donne sens avec tout ce qui a été dit précédemment, oui. Puisque on sait qu'en France, à peu près 48 000 de décès prématurés sont dus à ces enjeux climatiques et notamment à la pollution. On a donc un vrai impact à diminuer nos véhicules thermiques et c'est un levier essentiel pour contribuer à cette diminution aussi bien de la pollution, de la qualité de l'air pour nos habitants. Il y a l'enjeu d'attractivité du territoire. Oui,
qui dit attractivité dit offre de mobilité, en enrichissant notre offre de mobilité, aussi bien par le biais de déploiement de bornes de recharge, mais aussi la mobilité douce, que ce soit par des vélos, des trottinettes. Et on parlait aussi de l'autopartage, du covoiturage, ça en fait partie. Mais bien sûr, en enrichissant cette offre, ça va permettre de rendre un territoire plus attractif. Oui. Forcément, en positionnant aujourd'hui des bornes, on sait qu'on incite aussi bien au tourisme, aussi bien à des personnes qui vont se rendre sur notre territoire alors qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas cet intérêt à faire ce détour. Alors on va revenir sur l'offre exacte d'ailleurs que vous avez de mobilité. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je sais qu'il y a quelques chiffres aussi et projets que vous voulez nous évoquer. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait que même si 80% des recharges se font à domicile ou sur l'entreprise, sur notre lieu de travail, pardon, il y a quand même cet enjeu à développer des bornes, que ce soit pour le résidentiel qui n'a pas de garage et qui n'a pas la possibilité d'avoir une borne chez soi, aussi bien pour des professionnels, mais surtout sur le sujet de l'itinérance, qui est un vaste sujet aussi. Mais on le sait, le tournant a été pris notamment en 2020 quand on voit les parts de marché d'immatriculation des véhicules électriques. Quelques chiffres, mais très rapidement, si on compare avec 2020, on est déjà à plus 60%, et par rapport à 2019, plus 350% d'immatriculation. Alors certes, ça reflète des pourcentages énormes, même si on sait que finalement, on est encore un pourcentage très minime sur le parc total. Pour autant, depuis 2018, le parc des thermiques stagne, et on devrait arriver d'ici fin d'année à 2% de véhicules électriques sur le marché. Pour autant, ces 2%, ils ont un besoin. Et aujourd'hui, les déploiements de bornes ne suivent pas ce besoin d'immatriculation qui sont sur nos territoires. Donc effectivement, on a des chiffres et en tout cas, on incite les territoires à déployer des bornes. Alors forcément, la bonne borne au bon endroit à la bonne puissance, puisqu'il n'y a pas de cas d'école à reproduire sur tous les territoires. Et ça, il faut en avoir conscience. Mais en tout cas, voilà, il faut pouvoir répondre à ce besoin qui est grandissant sur nos territoires. Et effectivement, si on veut parler de projets majeurs sur le territoire du Grand Est, on a notamment Forbach qui va commencer un déploiement, mais on a surtout les Vosges qui sont en train d'élaborer et de finir leur schéma directeur avec un projet de plus d'une centaine de bornes, puisque le territoire est un vrai besoin de bornes et que les véhicules s'immatriculent de plus en plus sur ces territoires. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nicolas Poulouin, la présentation peut-être en quelques mots aussi déjà de VMA Grand Est. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, l'association Vélo et Mobilité Active Grand Est, en fait, c'est une association d'usagers de la pratique des modes actifs, c'est-à-dire essentiellement le vélo quand même. On représente des associations et des usagers à titre individuel, des adhérents individuels. Donc on était initialement une association en Lorraine. Et depuis effectivement la taille Grand Est, on est passé depuis 3-4 ans à l'échelle Grand Est. D'accord. Donc on a une activité essentiellement on va dire d'accompagnement des collectivités pour le développement des mobilités actives, des modes actifs. Mobilité active d'ailleurs, c'est la définition aussi. Les modes actifs, en fait les modes actifs c'est tout déplacement qui nécessite un minimum d'énergie musculaire pour se déplacer. Donc ça peut être la marche, ça peut être le vélo, mais ça peut être aussi le vélo à assistance électrique, ce qui est différent d'un vélo électrique ou une assistance électrique. L'assistance ne démarre qu'à partir du moment où on a un petit peu appuyé sur la pédale, donc c'est un minimum d'activité musculaire. Voilà. Donc ce sont ces modes, la trottinette également. Alors, on va prendre le premier point. Selon vous, et c'est une vraie pertinence, c'est le vélo. Alors, la pertinence du vélo, bon, c'est clair qu'on évoquait les personnes qui travaillent pour des petites distances, on ne va pas faire Metz-Luxembourg. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Les personnes qui vont travailler sur Luxembourg et qui vont travailler sur Metz ne vont pas y aller à vélo. Il y en a qui le feront, mais effectivement, on considère plutôt que ce sont des grands sportifs. Alors oui, aussi important de dire, un cycliste n'est pas nécessairement un sportif, n'est pas toujours équipé avec son super lycra et tout ça. Un cycliste, c'est un usager de l'espace public qui se déplace à vélo. C'est pas la même chose. Et donc en fait les cyclistes tels qu'on le perçoit, nous c'est les cyclistes du quotidien, effectivement c'est plutôt sur des distances qui sont raisonnables. Déjà qu'on parle de 3 à 5 km pour un usager, enfin pour une personne, on va dire standard, c'est déjà pas mal. Quand on est sur du vélo assistance électrique, 5 à 8 km c'est des choses qui se font bien, en plus ça permet aussi de s'affranchir de quelques reliefs. Donc on est plutôt sur une pertinence de la pratique du vélo, on va dire
pour l'ensemble d'une population, plutôt sur des distances entre 2, 3, 5 km, un peu plus s'il le faut. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut imaginer, surtout dans une réflexion sur les questions de mobilité, c'est sur ces distances, et on évoquait qu'effectivement, il y a une grande partie des déplacements qui se font sur des courtes distances. Malheureusement, ça se fait en voiture. C'est trop facile de mettre le contact et puis de rouler. Pour prendre son pain, on n'a peut-être pas nécessairement besoin de déplacer une tonne de ferraille, quoi. Oui. Et donc, voilà, l'intérêt, c'est d'essayer de basculer le report modal, effectivement, sur ces courtes distances, vers des modes qui soient un peu plus, on va dire, durables. Vous vouliez revenir sur l'intermodalité TER-vélo. Alors justement, effectivement, quand on parle de ces courtes distances, c'est tout l'intérêt de pouvoir le coupler avec des modes. Alors les TER, effectivement, ça peut être une solution, puisque bon, on évoquait, il y a 2 gares sur le territoire de Rhône-Moselle, mais effectivement, pour aller à ces gares, on est sur des distances de 3-4 km, ça peut être des choses qui permettent de se rabattre vers ce mode de déplacement, et puis ensuite aller au Luxembourg, aller sur Metz, ou aller sur d'autres secteurs. Donc ça peut être les premiers kilomètres, parce qu'on parle toujours des derniers kilomètres, quand on va sur la livraison en ville par exemple, on parle des derniers kilomètres, mais aussi il faut parler des premiers kilomètres. Le premier kilomètre pour aller vers un point de déplacement collectif, ça peut être une gare, mais ça peut être aussi du covoiturage. On pense souvent faire des super places de voitures, pardon. J'ai tendance à parler d'une voiture comme une bagnole, mais bon. Mais j'ai une bagnole aussi. J'ai un vélo, des vélos et une bagnole. Bon, mais on pense souvent à faire des places de voitures sur du covoiturage, mais on ne pense pas nécessairement à mettre des stationnements sécurisés pour les vélos. Et moi, je me souviens d'avoir vu aux Pays-Bas, où on était à une croisée d'autoroute, où à cet endroit-là, il y avait un arrêt de bus interurbain ou de proximité, il y avait des stationnements de vélos, des stationnements de voitures. Donc vraiment la connexion de tous les moyens, les modes de déplacement. Donc le vélo ou les modes actifs, ça peut être la marche aussi, certains marchent aussi sur 1 ou 2 km, pour aller vers des points en tout cas de transport collectif. Voilà. Quels sont les déplacements de proximité finalement? On l'a un petit peu évoqué, mais il y a le rendez-vous chez son médecin, il y a... Alors aller chercher son pain, son journal, les déplacements effectivement pour les scolaires. Les scolaires, effectivement, pour aller soit à l'école, alors on évoquait que c'est souvent effectivement sur le chemin pour aller au boulot, on laisse le gamin devant l'école, mais ça peut être aussi, hier on était par exemple à Orfelden dans le pays de la Zorn, où on a remis des trophées des mobilités actives à une MJC qui accompagne les gamins pour les mettre sur le vélo pour apprendre à se débrouiller avec le vélo. C'est la pratique du vélo, ce qui maintenant s'appelle le savoir rouler à vélo. Donc c'est une démarche qui est faite pour accompagner toute une génération scolaire vers la pratique du vélo, l'utilisation du vélo dans la circulation. C'est pas juste aller faire un petit tour du VTT dans les forêts, mais c'est aussi l'utilisation au quotidien. Donc c'est les déplacements scolaires, c'est les déplacements utilitaires, comme on les appelle, pour aller au boulot. C'est pour aller, effectivement, comme on disait, soit pour un rendez-vous médical. Bon, si on est en bonne santé, aller au vélo, voir le médecin à vélo, c'est déjà un bon signe, mais bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des déplacements culturels, venir ici à l'espace culturel, avoir éventuellement des bons stationnements vélo à l'extérieur pour pouvoir poser son vélo, voilà. Et voilà, c'est tous ces déplacements qu'on peut utilitaires et professionnels. Alors c'est bien beau, mais il faut sécuriser, il faut une sécurisation de tous ces déplacements, par exemple à vélo. Oui, tout à fait. Alors, on a d'autant plus maintenant quand on a des vélos assistance électrique. Alors là, le vélo assistance électrique, ça coûte un petit peu. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de le laisser juste sur un crochet. Et puis, éventuellement, espérer que le soir, il soit toujours là. Donc, il y a le développement du stationnement sécurisé. Bon, il y a déjà du développement de stationnement. Parce que quand on vient chercher son pain, on n'a pas besoin de le laisser trop longtemps. Mais du stationnement sécurisé en gare ou à certains endroits, du covoiturage, c'est important pour effectivement être sûr de récupérer son vélo et encore plus s'il a de la valeur. Il y a eu un baromètre de la cyclabilité. Alors, oui, on peut le trouver, je crois. Hein. Oui, alors c'est en ce moment, c'est la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, dont on fait partie, c'est une fédération nationale. C'est la 3e édition du baromètre des villes cyclables, donc qui est un baromètre du ressenti des usagers, des habitants de toutes les villes villes et communes de France, où chacun peut effectivement répondre à un questionnaire pour noter
on va dire, différents aspects. La cyclabilité, c'est-à-dire la sécurité dans la circulation, les aménagements qui existent ou pas, les services qui existent ou pas, du stationnement ou d'autres choses. Et donc ça permet d'avoir une visibilité sur le ressenti des usagers. Ça peut être intéressant pour les collectivités de promouvoir la participation à ce baromètre, parce que effectivement, c'est un petit peu délicat parce que c'est se faire juger sur la capacité, enfin, sur l'aménagement actuel, mais ça peut être aussi intéressant d'avoir le retour des usagers sur les aménagements qui existent, d'autant plus que dans ce baromètre, à la fin, les personnes peuvent identifier, placer sur une carte les points les plus critiques pour eux, les points noirs, les points... Et donc ça permet aussi en retour d'avoir un certain nombre d'indications sur le ressenti et les endroits où il faudrait agir pour améliorer ça. Vous parlez de ressenti, justement. Il y a un défi JV 2022. Alors là, le défi JV... C'est un challenge, c'est ça? Voilà, c'est un challenge. Alors c'est une opération qu'on mène avec l'ADEME au niveau régional. Donc l'ADEME qui souhaite étendre ce défi, le défi JV qui était initialement en Alsace et souhaite l'étendre sur toute la région Grand Est. C'est un défi qui aura lieu au mois de mai 2022. Et donc le but, c'est d'inciter au report modal à la fois pour les déplacements professionnels et les déplacements scolaires. Donc c'est les collectivités, les territoires de Grand Est s'inscrivent pour participer à ce défi et ensuite sur ces 3 semaines, les établissements, les entreprises, les écoles s'inscrivent et ensuite participent pour essayer d'avoir le meilleur taux de participation de leurs élèves ou de leurs salariés à ce défi. Et donc c'est un moyen de tester. On peut y participer spontanément. Alors, il y a généralement, c'est les territoires qui s'inscrivent dans le cadre d'une... Alors, c'est très simple, je vais dire tout de suite le coût, c'est 1 000 € pour la communauté de communes, c'est de participer, de s'inscrire dans cette opération, c'est 1 000 €, quel que soit le nombre de... C'est pas 1 000 € par entreprise, c'est 1 000 € pour participer à cette opération. Et que ce soit un défi vers les entreprises ou un défi vers les scolaires, ça reste 1 000 €. Et, voilà. Et donc, ça permet d'avoir une... L'idée, c'est d'inciter à tester du report modal, essayer de tester sur une période de 3 semaines d'autres modes de déplacement pour accompagner les gamins à l'école, effectivement, trouver d'autres solutions pour se déplacer au boulot, essayer de trouver une solution avec le train plutôt que de prendre la voiture, faire du covoiturage aussi. Donc il y a un défi qui est spécifiquement vélo, mais il peut y avoir, selon le choix d'une collectivité, d'autres alternatives. Un défi multimodal, c'est-à-dire avec le train et ainsi de suite. Vous dites qu'il faut aussi penser à la sécurisation de l'abord des écoles. Alors oui, je pense que tous les élus qui connaissent ce qui se passe aux rentrées ou aux sorties d'école voient l'amas de voitures qui s'agglutinent autour des écoles, les problèmes de sécurité que ça pose. Et donc, alors d'une part, c'était effectivement cette idée d'essayer de faire un report modal vers des modes actifs pour limiter le nombre de voitures qui viennent effectivement s'agglutiner autour des écoles. Et donc, aussi pour favoriser ce déplacement vers les écoles des élèves, c'est trouver des solutions pour sécuriser. Alors je sais qu'il y a des communes qui le font, qui essayent de le faire, c'est pas toujours facile effectivement, parce que les parents d'élèves c'est pas toujours facile à gérer. Hein. Entre eux déjà, des fois ça frite un peu, mais après effectivement ça peut être intéressant de réfléchir. Il y a des solutions, avec le CEREMA, Monsieur Piron, dans le CEREMA il y a effectivement des personnes qui peuvent accompagner et conseiller. Il y a des exemples un peu partout en France et même en Europe, des choses très intéressantes à essayer d'appliquer et de voir. Dans chaque contexte est bien sûr différent, mais il y a des choses à réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Quelques questions certainement. Auparavant, j'aimerais faire intervenir, je crois que nous avons Vincent Matelik, en tant qu'élu aussi de la communauté de communes du Pays Orne-Moselle, sur ce thème de la mobilité. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est votre sentiment à vous sur ce sujet-là tout de suite? Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous, Vincent Matelik. Donc, voilà, donc effectivement, au vu de ce qui a été dit, beaucoup de choses ont déjà été dites, hein, je ne vais pas être redondant, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui avec cette prise de compétence dans un territoire qui est en mutation, hein, donc M. Sorian l'a un peu dit, donc il va falloir s'attacher à faire vivre cette offre de mobilité afin qu'elle soit adaptée à tous, bien évidemment, ça c'est le principal. Mais surtout, c'est pouvoir élaborer, je crois que la chose principale, nous, ça a été redit, la communauté de communes du Pays Orne-Moselle vient de prendre la compétence, on est au démarrage, on est en phase diagnostic, puisque la GURAM donc, vient de terminer son diagnostic qui sera présenté prochainement, on ne l'a pas encore présenté puisque c'est tout récent, et effectivement, il va falloir élaborer donc, le schéma directeur de la mobilité, hein, qui sera donc le cadre de notre future politique mobilité au sein de la communauté de communes. Mais avant ça, on n'a pas attendu d'avoir la compétence mobilité pour faire des choses. Donc,
il y a quelques temps déjà, on avait déjà fait un axe piste cyclable qui partait de Romba jusqu'à Moineville, ce qu'on appelle le fil bleu. Effectivement, ça fait déjà quelques années, sans attendre la compétence mobilité. On a aujourd'hui étoffé cette offre, puisque aussi, avant de prendre cette compétence, on a aménagé donc des pistes cyclables qui permettent de relier aussi donc la voie bleue. Aujourd'hui, avec Rive de Moselle, on a travaillé avec Orne, Lorraine Confluence aussi. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à un bouclage et c'est intéressant. Mais si on veut développer tout ça aujourd'hui, il va bien sûr falloir inciter au changement de pratique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau du vélo, on voit un foyer sur deux équipé de vélo, hein, quand on fait les statistiques. Aujourd'hui, il va falloir quand même changer ces pratiques. Il va falloir aussi les inciter, on peut les inciter aussi financièrement, parce qu'on étudie aussi, je dirais, l'accessibilité au vélo et l'aide qu'on peut apporter sur du vélo, parce qu'auparavant, ça restait du vélo, aujourd'hui, loisir, mais là, on est plutôt dans le cadre professionnel, et on peut se dire qu'aujourd'hui, sur une demi-heure de trajet, je ne me trompe pas, sur une demi-heure de trajet, on peut dire sur une assistance électrique, on peut prendre son vélo pour aller travailler. Reste le problème des enfants à l'école à aller. Alors des expériences peuvent être tentées, effectivement, on a longtemps parlé de pédibus à un moment donné pour les écoles, parce que je reviens sur l'entrée des écoles, et il y a différentes solutions. Mais je crois qu'il faut donner l'opportunité d'inciter les habitants à l'acquisition de vélos. Ça passe aussi par des programmes financiers qu'on devra mettre en place, et il faut les mettre en face directement. Et il faut aussi promotionner les modes actifs. Aujourd'hui, et ça a été dit, et ça a été longuement dit, mais je crois qu'à partir du moment où on aura, nous, un plan de mobilité bien déterminé, un plan piéton aussi bien déterminé, et en phase avec les besoins de la population, on pourra là avoir une offre de mobilité sur le territoire qui sera, je dirais, et qui corrélera avec les besoins de la population. Alors, on a la chance ici d'être, je dirais, à côté de Rive de Moselle. Ça a été dit, on travaille beaucoup avec Rive de Moselle, oui. Et on ne peut pas s'empêcher de ne pas travailler avec Rive de Moselle, comme on ne peut pas s'empêcher de travailler avec l'Eurométropole. Aujourd'hui, l'axe, je dirais, Valais ici, Orne, Metz, c'est un axe sur lequel on va passer par Rive de Moselle et l'Eurométropole. Donc on est sur ces axes de travail ici. Et j'oublie pas, je voulais terminer avec la mobilité solidaire, parce que ça a été un peu soulevé. On a des offres ici sur le territoire. On a parlé d'emploi, effectivement, peu de personnes utilisent la voiture, mais on a quand même des offres de mobilité solidaire, et on va associer ces offres de mobilité solidaire sur l'ensemble de la compétence mobilité de la communauté de communes. Très bien. Voilà ce que je pouvais dire sans être trop long. Merci beaucoup. Et merci aux intervenants. Pour la synthèse. Et Corinne Lepage, sur cette mobilité, avant de laisser peut-être quelques personnes intervenir et des questions, je me doute. Alors, on a entendu beaucoup de choses. Oui, hein, effectivement, oui. Il y a beaucoup de choses qui se font. Peut-être simplement un mot de réflexion par rapport au contexte général sur l'électrification de la voiture. Oui. Bon, c'est un sujet effectivement qui est tout à fait dans l'actualité, sauf que on ne va pas pouvoir électrifier tout le parc automobile. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'a pas la matière première pour le faire, tout simplement. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de... comment s'appelle-t-il j'ai un trou, mais ça va me revenir. Un excellent ouvrage qui vient de sortir sur le digital, par l'auteur du livre sur les terres rares. Oui. Pitron, merci beaucoup. Voilà, de Guillaume Pitron, qui explique ça en long, en large et en travers. Donc on peut en faire, mais il y aura d'autres solutions. Est-ce que ce sera l'hydrogène? Est-ce que ce sera autre chose? J'en sais rien. Le fait est qu'on va sortir de thermique en 2035. Alors vous allez me dire, c'est très au-delà du premier plan climat, air, énergie territoriale que vous êtes en train de mener. Mais enfin, il faut avoir ça derrière la tête. C'est comment est-ce qu'on permet progressivement de changer le mode de déplacement indépendamment du vélo, c'est-à-dire pour ce qui sera plus lointain. Ensuite, deuxième point sur lequel je voulais dire un mot, c'est toute la question de la livraison. Oui. On assiste effectivement à une grande transformation de notre mode de distribution avec les grandes plateformes qui se mettent en place. Avec les catastrophes prévisibles pour le petit commerce derrière. Mais enfin, ça, c'est un sujet qui dépasse le cadre de cet après-midi. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de livraisons. Ça veut dire donc que la question du fret et des livraisons est un sujet qui va s'imposer de plus en plus. Troisième point, et j'en aurai terminé, ça a été abordé rapidement, question pollution de l'air, climat. C'est pas tout à fait le même sujet. Oui.
Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes mauvais, en règle générale. Je ne sais pas quelle est la situation ici, elle est probablement bonne. Mais à l'échelle nationale, nous sommes mauvais sur nos objectifs en termes de qualité de l'air. Je rappelle, vous l'avez dit, madame, je crois, 50 000 morts prématurées par an en France, avec un non-respect affiché, avéré, des normes en matière de particules fines, donc ce qu'on appelle les PM2,5, oui, et de dioxyde d'azote. J'ajoute à cela que l'Organisation mondiale de la santé a rendu public un rapport il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça, où elle attire l'attention sur la gravité de la situation en termes de pollution de l'air et propose de diviser d'un facteur 4, c'est quand même pas tout à fait rien, les normes, ce qui voudrait dire que, par exemple, pour le dioxyde d'azote, quasiment toute la France serait dans le rouge par rapport à ces nouvelles normes, divisées par 4, qui n'existent pas encore. C'est une proposition de l'OMS, mais proposition de l'OMS veut dire probablement une adoption au niveau communautaire dans X années et une adoption en France dans XX années. Tout ceci pour dire que le lien entre pollution de l'air et climat est un lien qui est important, qui est du reste réglementaire, parce que maintenant, dans l'élaboration qui est en train d'être faite du plan climat-énergie territorial ici, vous aurez à répondre aux nouvelles dispositions du Code de l'environnement qui imposent précisément un respect des plans de protection de l'atmosphère quand ils existent, mais je pense qu'il n'y en a pas ici. Mais s'il y en a un, bon, bah alors s'il y en a un, encore plus. Donc c'est une obligation. Donc on est obligé de lier les deux, ce qui va dire, ça veut dire poser la question des zones de faible émission, des ZFE, dans le cadre des plans d'urbanisme, SCOT et PLU, PLUI qui vont être mis en place, qui effectivement voient la voiture sous une forme différente. Donc ça renvoie à ce qu'on a dit sur le vélo, sur les piétons, etc., sur des véhicules non polluants, avec, c'est vrai, ce caractère très sympathique de la voiture électrique. Moi, je la défends tout à fait, ou de la voiture hybride. Sauf qu'il faut quand même avoir présent quelque part dans la tête que ça ne fera pas 100% du parc, ce n'est pas possible. Matériellement, on ne peut pas. Donc il faut le savoir maintenant pour ne pas s'engager. Alors je ne dis pas ça forcément pour ici, mais de manière générale, sur une voie dont dans 10 ans on se dira, zut, on s'est trompé, ça ne marche pas, il faut faire autre chose. Anticiper. Merci beaucoup pour votre analyse également. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y en a même plusieurs. Je vous laisse vous présenter. Bonjour monsieur. Bonjour, Alain Poirot. Oui, on aura le plaisir de retrouver un petit peu plus tard. Tout à fait, exactement. Plutôt une réflexion que, oui, avec plaisir. qu'une question. Vous parlez de mobilité, transport, notamment par rapport à l'axe Metz ou à l'axe Luxembourg. Pourquoi ne pas essayer de mettre en place, parce que ça c'est une politique qui va se gérer au niveau local, mais en fait les transports ils doivent se gérer au niveau régional, voire même pratiquement national. Et pourquoi ne pas envisager ce qui se fait notamment en ce moment en Corée, d'avoir un axe, une voie sur les autoroutes qui sont réservées au transport en commun? Et pourquoi justement ne pas réfléchir à avoir un bus à hydrogène qui fasse l'axe par la 31? Parce que là, quand vous allez travailler au Luxembourg et que vous mettez 2 heures pour aller au Luxembourg et 2 heures pour revenir, mais que si vous avez un axe, une voie qui est réservée au bus et que ce bus va mettre 30 minutes pour arriver à Luxembourg, vous allez voir que les mentalités aussi vont un peu évoluer. Donc c'est des réflexions, mais c'est une réflexion qui ne peut pas se faire en local. Là, par contre, elle doit se faire effectivement au niveau régional et voire même national, puisque c'est quand même les services de l'État qui doivent intervenir. Donc ça, c'est une chose. Par rapport aux mobilités douces, mobilités actives, je suis tout à fait d'accord, ça c'est quelque chose qui peut se régler très facilement en local. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. Vous ne convaincrez la population que si la population se sent en sécurité. C'est-à-dire que dessiner simplement sur les routes des petits traits en disant « voie pour les vélos », ça ne va pas changer les choses. Oui. Si les parents qui sont avec leurs enfants se rendent compte que les voitures passent trop près ou les camions passent trop près, ils n'emprunteront pas ça. Et ils reviendront au niveau de leur voiture. Donc la nécessité de prendre en compte la sécurité, elle est très importante.
parce que c'est avec la sécurité qu'on obtient l'adhésion de la population. Voilà. Et merci pour vos affirmations. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit, et notamment sur l'exemple de la Corée par rapport au bus qui mettrait pas mal de personnes, je ne sais pas combien, 30, 50, ça éviterait autant de voitures pour aller jusqu'à Luxembourg à un autre endroit. C'est des bonnes idées. Sur la question effectivement de réserver une voie pour des modes actifs, enfin des modes durables, on va dire, effectivement, il y a toujours une réticence effectivement à contraindre la voiture. Parce qu'on se dit waouh, ça va faire des bouchons, c'est déjà le bazar, ça va être encore pire. Alors qu'en fait, il y a des études qui ont montré, enfin, il y a des études de cas concrets qui ont montré qu'il y avait ce qu'ils ont appelé au final l'évaporation du trafic. Oui. C'est-à-dire que quand il y a une saturation, il y a plusieurs réactions. Les gens changent de mode, c'est ce qui est souhaitable par rapport à ce qu'on vient de dire, vont vers des modes plus durables, soit ils changent d'itinéraire, alors ce qui peut être un peu délicat parce que plutôt de prendre l'axe principal, ils vont aller encombrer des lotissements, la circulation peut être un peu plus dangereuse, donc il faut aussi gérer aussi les reports de trafic sur certaines autres voies, soit ils changent d'horaire pour éviter d'être en plein dans le grand boom du trafic, à ce moment-là ça lisse à la pointe, soit ils ne se déplacent plus. Parce que c'est tellement facile, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent, parce que c'est tellement facile de prendre la voiture, parce que bon, ça roule bien, et puis voilà, tout ça, je prends la voiture. Sauf qu'ils viennent contribuer à la saturation du trafic. Donc en mettant une contrainte sur la circulation, et notamment en mettant des voies pour sécuriser, ou en diminuant par exemple sur une 3 voies, en mettant 2 voies, mais en mettant effectivement des aménagements cyclables. Voilà, tant qu'à faire, je parle pour ma paroisse, mais ça permet effectivement la crainte, c'est qu'il y ait des modifications, enfin des saturations. Alors il peut y avoir des tests qui sont faits, c'est ce qui s'est passé avec les coronapistes, ce qu'on a appelé coronapistes pendant la crise sanitaire. Il y a des voies qui ont été aménagées de façon, on va dire, provisoire. Voilà, on a mis du marquage jaune ou on a mis des plots, histoire de voir quelles étaient les incidences, parce qu'il y avait moins de circulation de voitures. Bon, autant favoriser certains modes qui sont plus favorables en termes de qualité de l'air, d'une part, d'autre part. Et en fait, ça permet, avec ces aménagements provisoires, de tester des situations et voir quelle est la répercussion. Alors, il ne faut pas le tester 2-3 jours, hein. Il faut laisser un certain temps, puisqu'il faut que ces habitudes ou ces modifications de comportement soient prises. Il ne faut pas le faire pendant l'été, parce que, bon, voilà, hein, c'est quand on revient en septembre, voilà, pendant l'été, ce n'est pas les mêmes modes de déplacement, donc on peut tester ces aménagements. Et après, effectivement, sur les aménagements cyclables, effectivement, il faut sécuriser. Le premier frein pour l'usage des modes actifs, enfin, du vélo en tout cas, c'est effectivement la sécurité. Dans tous les sondages, c'est un problème de sécurité, je ne mettrai pas mes gamins sur la route. Et donc après, il y a toute une série d'aménagements. Avec le CEREMA, il y a effectivement des solutions qui sont proposées, des préconisations, des recommandations en termes d'aménagement. Nous, en tant qu'association, ce qu'on appelle, nous, l'expertise d'usage. On n'est pas des experts en termes d'aménagement de voirie, en termes de structure de chaussée et tout ça. Par contre, on est experts d'usage, c'est-à-dire on pratique ces aménagements et on sait qu'à certains endroits, il y a des trucs qui sont super bien faits, mais il y a des gros loupés et qu'il faut en retirer l'expérience et pour éviter de le reporter sur d'autres aménagements. Et pour ça, effectivement, accompagner, conseiller les collectivités, si elles le souhaitent. Voilà, ça c'est. Mais effectivement, devenir accompagné, essayer de trouver des solutions, apporter des solutions et trouver des solutions qui soient praticables. Parce que aussi, on a le retour, c'est que des collectivités ont fait des aménagements. Ils ont dit le retour qu'ils ont, ouais, mais regardez, vous avez mis 100 000 € là-dessus, il n'y a personne dessus. Ah oui, mais évidemment, si l'aménagement est mal conçu, pas praticable, dangereux. Les réinsertions, les entrées-sorties d'aménagement cyclable, c'est souvent là où il y a les accidents et les problèmes. Si on a une réinsertion qui est vraiment mal foutue et que les gens le sentent pas, ils ne prendront pas l'aménagement. Ils iront sur la route, ça va râler parce que ouais, mais pourquoi tu as la piste cyclable à côté, pourquoi tu viens sur la route, bim bim, ça klaxonne de tous les côtés. Voilà. Donc c'est aussi essayer de trouver des solutions qui soient praticables et pratiquées, utilisées. Très bien. Juste oui, bien sûr. En 3 mots sur cette question. Et on va laisser la personne poser la question ensuite. Sur cette question des voies réservées, on va peut-être pas s'étendre parce que ça ne concerne pas forcément directement le territoire, encore que 15% des actifs, on l'a vu, se rendent au Luxembourg, et une part non négligeable également à Metz, donc alors peut-être plutôt sur la 52, mais bon. Ce qui a été proposé dans le cadre du Grenelle des mobilités Lorraine, c'est de travailler sur une voie réservée au covoiturage. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir dessus des véhicules de transport en commun. Voilà. Cette voie réservée n'est a priori possible que si nous avons 3 voies de circulation par sens.
Donc soit c'est dans le cadre du projet A31 bis, et je ne souhaite pas le mettre sur la table, soit c'est par exemple entre Richemont et Metz, où il y a déjà 3 voies. Reste à voir où est-ce que ça a le plus de pertinence. Oui. Mais effectivement, sans nécessairement desservir directement le territoire, c'est des expériences qui impacteront les actifs du territoire. Voilà. Merci. La question. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Frédéric Decolle. Donc, j'habite Romba et je suis membre du CODEF de la CCPOM depuis peu. Oui. Alors, avant de poser ma question, je voulais juste valider en effet la sécurité à vélo pour les enfants. Parce que moi-même, j'ai des enfants donc de 7 et 10 ans, donc qui commencent à bien savoir rouler. Mais on met les vélos dans la voiture pour aller sur le fil bleu parce que je ne les laisserai pas rouler sur la route pour y aller. Donc ma question c'était en particulier pour Madame Dorel, parce que voilà, j'ai un véhicule électrique et au niveau des bornes de recharge, bien souvent, lorsqu'on compte on compte seulement le nombre de bornes de recharge et on oublie beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte qu'elles ne sont pas utilisées. Par exemple, vous parlez de la puissance de recharge. En effet, je suis allé à Épinal il y a 2 semaines. J'ai cherché des bornes. Les seules bornes qu'il y avait en ville, c'était des bornes qui faisaient que j'allais me charger en 12 heures. Ensuite, si je voulais en prendre une qui allait me permettre de faire l'aller-retour, il fallait que je m'éloigne un petit peu, mais je n'avais pas le bon badge. Donc ça, c'est quelque chose qui, lorsqu'on n'a pas de véhicule électrique, on ne sait pas, mais il y a des réseaux de bornes, donc il faut avoir le bon badge. Si on ne l'a pas, on n'y a pas accès. Et ensuite, en effet, l'installation des bornes doit être faite à des endroits qui vont être utiles en fait. Donc c'est-à-dire que moi je vais me servir d'une borne lorsque je vais faire un grand trajet. Alors qu'en effet, sinon pour des allers-retours par exemple au travail, je vais me charger chez moi. Donc c'est beaucoup d'éléments auxquels il faut faire attention, pas installer des bornes pour installer des bornes. Oui. Effectivement, pour y répondre, ce que vous dites, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on avait déployé des bornes qui correspondaient à une typologie de véhicule, sans rentrer dans des termes techniques. Aujourd'hui, avec l'offre qui grandit en termes de véhicules électriques, il faut réadapter ces bornes pour qu'elles puissent correspondre à tous les besoins et tous les véhicules. C'est pour ça aussi aujourd'hui que dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, on incite les territoires à lancer des schémas directeurs pour implanter ces bornes de recharge, par le biais de bureaux d'études qui vont permettre de choisir des lieux stratégiques en lien avec les collectivités, qui vont permettre d'adapter et de répondre aux besoins des usagers. On n'implantera pas la même puissance sur un parking relais que sur un lieu d'itinérance. Et effectivement, c'est là toute la difficulté de pouvoir répondre à ces enjeux. Merci. Merci. Oui, peut-être qu'à Épinal, en fait, ils mettent des temps de recharge de 12 heures pour vous inciter à y rester une nuit de plus. J'allais dire la même chose, exactement. Et passer un bon moment aussi. Il y en a des belles choses à faire autour d'Épinal. Mais effectivement, sur Épinal, c'est des anciens déploiements et c'est pour ça qu'il y a ce projet majeur d'une centaine de bornes qui est en cours. Alors, on avait la même idée au même moment. Parfait. Les Vosges ou même les autres départements d'ailleurs lorrains. Est-ce qu'il y a une autre interrogation avant la petite pause café bien agréable? Merci. Michel Henry, président du CODEV. Oui. Une réflexion plutôt qu'une question. Quand on parle mobilité, je pense qu'il est intéressant de se poser la question du télétravail. Parce que de cette façon-là, on réduit les déplacements. En ce qui concerne, c'est sûr que les collectivités n'ont pas vraiment de pouvoir là-dessus. Mais les collectivités peuvent mettre en place des espaces de coworking qui limitent la durée, la longueur, les distances de déplacement. Merci pour votre pertinente affirmation. Est-ce qu'il y a une réponse que vous voulez donner? Alors le télétravail, bon, c'est peut-être, il y a d'autres enjeux, c'est un peu plus complexe, mais est-ce que vous souhaitez réagir? Une réponse, enfin une question très rapide, enfin une réponse et une question très rapide. Le télétravail vaut en effet pour un certain nombre d'emplois. Ça dépend des professions. Ça dépend des professions. Et alors, je n'ai pas les chiffres en tête parce que je les ai travaillés récemment dans le cadre de la démarche à l'échelle de 3 EPCI sur la mobilité que j'évoquais, mais je ne les ai plus en tête. Mais je pense qu'il faut alors investir dans des tiers-lieux, oui, mais attention aussi à la composition socio-professionnelle des habitants du territoire. Si on
Pour parler un peu de façon très courte, ce sont plutôt des cadres qui sont en mesure de télétravailler. Ici, en l'occurrence, on est sur un territoire qui a un peu moins de cadres qu'ailleurs et plus d'ouvriers et d'employés qui, eux, sont contraints au déplacement. Donc investir pour aider le télétravail, oui, mais il ne faut pas que ça mène à désinvestir pour la mobilité de catégories qui, elles, sont obligées de se déplacer. Voilà. Merci. Merci en tous les cas pour votre réflexion, monsieur. Une autre personne, oui. Et puis ensuite, vous aurez la petite pause café avant qu'on se retrouve pour les énergies renouvelables et l'alimentation. Oui, bonjour, François Steiner, je suis élu à la ville de Moyeuvre-Grande, mais oui, j'ai aussi en responsabilité une association d'aide à domicile. Oui. Donc on parlait de mobilité inversée tout à l'heure, hein, c'était le terme complètement employé. Juste un chiffre, hein, j'ai une petite structure, très petite, 40 salariés. Mes salariés font 100 000 km de voiture tous les ans, oui, sur une distance moyenne qui est inférieure à 2 km. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça peut être. Hein. Ça fait 50 000 déplacements dans l'année. Je suis sensible à ce que disait mon ami Vincent Matélic là tout à l'heure, c'est que dans le cadre de la réflexion qu'on peut avoir tous ensemble sur la mobilité, et notamment dans la communauté de communes du Pays de l'Orne, ça va être peut-être aussi de proposer des aides financières, non seulement à l'habitant de CCPOM, mais également à certaines entreprises ou certaines structures qui pourraient effectivement proposer à leurs salariés la possibilité de pouvoir utiliser un autre moyen de transport que son propre véhicule. Voilà, c'est une réflexion que je voulais apporter au débat de cet après-midi. Merci. Il n'y a pas d'autres interrogations, mais je crois qu'en plus, pas d'autres questions. Merci à vous. Il est 16h pile poil, donc effectivement, on se retrouve dans 30 minutes pour la suite sur les énergies renouvelables, mais l'alimentation durable aussi. Merci pour votre attention et bonne petite pause.